Alors, bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Loïc Chéniaud. Je pense qu'en termes de notoriété sur Internet, ce n'est évidemment pas à moi de le présenter vu il a quand même une certaine audience, malgré son jeune âge. Et c'est sûr qu'il écrit aussi un certain nombre de livres. J'ai eu l'honneur d'en publier un qui s'appelle Pourquoi je suis communiste. C'est vrai qu'on était un petit peu entre deux livres dans son actualité éditoriale. On aurait pu aussi, mais je pense qu'on va revenir sur son livre Pourquoi je suis communiste et sur celui aussi qu'il prépare. Je sais aussi qu'il a un certain nombre de travaux de thèse, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, je ne sais pas quel est le titre universitaire pour ça, mais travaux sur Hegel. Parce qu'évidemment, les gens le connaissent surtout je pense, par les vidéos. Il y a souvent des malentendus par rapport à ça, mais c'est que les vidéos ne sont possibles que parce qu'il y a un travail. Ça fait longtemps que je voulais interviewer, avoir un entretien avec Loïc Chéniaud, et on cherchait un petit peu le thème, un thème qui soit assez, disons, abordable, facile à traiter, et en même temps bon, qui réunit un certain nombre de problématiques. Et finalement, on s'est demandé si la notion de débat, c'est quoi débattre? Pourquoi débattre? Est-ce qu'on peut débattre de tout? Ça fait un peu très médiatique comme question, mais surtout, bon, c'est quoi l'intervention publique quand on est communiste? Son livre s'appelle Pourquoi je suis communiste. Mais effectivement, qu'est-ce que ça veut dire parler au nom du communisme aujourd'hui, y compris tout seul, d'une certaine manière? Parce que ça, c'est aussi peut-être le paradoxe où on est tous un petit peu réduits. Quand on intervient, par exemple, en ce moment même, sur une chaîne sur YouTube, on intervient en notre nom. Et il faut aussi parler en son nom, bien sûr, mais quand on est communiste, on se raccroche aussi à quelque chose de beaucoup plus collectif, même si ce collectif est difficile à définir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tu t'es précipité sur cette idée de débat, parce que je t'avais dit, ça serait bien que ce soit spontané, et je crois que tu as voulu jouer le jeu, puisque c'était hier que je proposais ça, et le jour même, tu m'appelais en disant chiche, on y va. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on évite par exemple de couper, de faire des montages, parce que normalement, cet aspect un petit peu derrière le comptoir, dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, dès qu'on s'intéresse aux questions de médiation, comment une parole peut s'exprimer, quel est l'enjeu, donc justement, effectivement, y a-t-il un débat possible? Pourquoi? Sous quelles conditions? Avec qui? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd? Et au nom de qui on parle? Toutes ces questions, en fait, qui sont des supports, en fait, à la possibilité même d'émettre, en fait, une parole avant même qu'elle soit prononcée, avant même qu'une réflexion qui soit faite. Toutes ces questions, moi, m'intéressent pas mal. Elles abordent beaucoup la question du champ, finalement, ce qu'on appelle le champ en sociologie. Alors, effectivement, on est surtout Loïc, qui est vraiment un expert de Kouska, et on a l'habitude de critiquer beaucoup Bourdieu, et je crois qu'il faut le faire, c'est-à-dire toujours ramener à des enjeux de classe importants. En même temps, réduire la notion de champ à ces enjeux de classe immédiats, justement, ça oublie un certain nombre de médiations qui existent. Pareil, on parle aussi beaucoup d'hégémonie, et l'hégémonie n'est possible que s'il y a une infrastructure, disons, réelle. En ce moment, l'hégémonie communiste subit, voilà, c'est un petit peu le cadre dans lequel je pourrais peut-être se lancer, mais l'hégémonie communiste subit forcément le contre-coup de la chute de l'Union soviétique. Enfin, faut quand même faut partir de là. C'est ça qui fait que de toute façon, on le paye, y compris 30 ans après. Donc c'est difficile à revenir. En même temps, bon, moi, ça peut-être notre différence d'âge fait que moi, j'ai vécu l'époque où on pensait vraiment qu'on avait enterré le marxisme, mais je me suis rendu compte qu'il renaît, et le fait de voir des gens totalement formés comme Loïc, moi, me conforte dans cette idée. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc en même temps, on voit bien qu'on est dans une renaissance, mais comment va s'exprimer cette renaissance, sous quelles conditions? Voilà, moi j'avais envie de parler de ce genre de questions. Voilà pourquoi j'ai proposé ce débat. Voilà, je te le dis, Loïc, peut-être tu vois les choses autrement, peut-être qu'il y a d'autres problématiques toi qui as plutôt une approche philosophique des choses. Je sais qu'il faut d'abord problématiser. Voilà, après l'idée du débat sur le débat, voilà comment je la problématise moi, mais à toi de problématiser peut-être, et puis on va voir comment on traite la chose. Ouais, bah, je te remercie, Emeric. Bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà. Bon, effectivement, on a décidé un peu d'improviser, mais je pense que c'est des choses qu'on a un peu aussi qui trottent derrière notre tête à longueur de temps finalement, puisque cette question aussi, elle est directement dans notre pratique, notamment toi en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain, moi aussi. Euh,
En tant qu'écrivain, en tout cas, en tant qu'intervenant aussi sur Internet, c'est aussi la question qui se pose à longueur de temps à nous, c'est à qui on parle, avec qui on est plus ou moins en droit officieusement ou officiellement de parler, à qui est-ce qu'il ne faut pas parler, vers quels médias est-ce qu'il faut aller, etc. Bref, c'est des questions qu'on a en permanence, en fait, et je pense que ce qui a soulevé le questionnement pour nous aussi, c'est le fait qu'il y a une sorte d'omerta sur le fait d'aller discuter avec un tel ou tel autre, parce que par sophisme, par association, discuter finalement avec quelqu'un qui ne serait pas forcément du même bord politique que nous, c'est d'emblée finalement être dans une compromission, se fourvoyer, leur faire de la pub, Attends, etc. attends, alors, à mon avis, ça me semble très important comme sujet, de savoir avec qui on peut discuter, mais je pense que d'abord, le contexte général, c'est la censure. C'est-à-dire que les idées communistes, a priori, de toute façon, ne passent pas dans des médias bourgeois, par définition. Je pense qu'il faut d'abord. Donc, on est quand même minoritaire. Je pense qu'il faut partir de là. Il faut partir du fait que cette parole est rare. À la fois, elle n'est pas officiellement interdite. Donc, c'est particulièrement subtil comme forme de censure, parce que personne ne va te dire je vous censure parce que vous êtes communiste. C'est pas interdit d'être communiste. Oui, tout à fait. Je pense. Tout va être fait pour que quand on en parle, ça fasse sourire, etc., que ce soit traité sous le mode de la dérision ou alors du fait d'être pas de la mode, mais de toute façon, on n'est jamais à la mode quand on est communiste, par définition, puisque de toute façon, la mode est faite quelque part contre la production. Hein. Je pense que quand on est couscardien, on comprend ce que ça veut dire. Quoi. Mais je pense que déjà, il y a ce cadre-là, qui est le fait que de toute façon, à partir du moment où on est communiste, on est forcément déjà très minoritaire, en tout cas dans ce pays, hein, forcément. Euh, donc, à partir de là, et tu poses une autre question, qui est la question piégeante étant donné que de toute façon, on est déjà minoritaire, la possibilité même de discuter avec d'autres personnes est forcément déjà piégeante. Mais il me semble d'une certaine manière qu'il y a un risque à débattre, il y a des risques parfois à ne pas débattre, parce que ça peut s'enfermer, ça s'appelle le sectarisme. Normalement, les gens issus de l'idéologie du PCF de la grande époque, hein, indépendamment de toute la mouvance qui considère qu'il faut le redresser, pas le redresser, etc., en sortir, le refaire, peu importe. Mais de toute façon, ces gens qui, grosso modo, sont des communistes français au sens le plus classique, de toute façon, n'ont pas une typologie sectaire. En revanche, le sectarisme, je le vois arriver, moi, dans un certain nombre enfin, chez nous, chez des camarades, au sens large. C'est-à-dire cette idée que, bon, on a raison tout seul. On peut pas. L'idée même, le fait que tu te passionnes pour la philosophie, tu as bien raison, y compris dans l'enseignement. J'aurais dû commencer par là aussi, ton activité d'enseignement. On est soumis forcément à la nécessité de débattre, de confronter, et forcément avec des gens qui qui sont pas d'accord. Alors, toi, tu as plutôt la réputation de débattre avec beaucoup de monde, et c'est assez rare Mais voilà, donc voilà pourquoi je voulais peut-être mettre ça en priorité. C'est d'abord, il y a une forme de censure qui n'est pas explicite, c'est pas un interdit légal, mais c'est un interdit, disons, de structure financière, quoi, en fait, hein, voilà, d'infrastructure, on pourrait presque dire. Enfin voilà. Et après, se pose la question, comme tu disais, pour ça je m'excuse d'avoir interrompu, parce que là c'était intéressant, particulièrement de dire, voilà, dans quelles conditions on peut débattre, pourquoi, qui, comment, est-ce que c'est pas. Mais moi je vois beaucoup de pièges, et à la fois il y en a un autre qui est de ne pas débattre. Oui, tout à fait. Non, mais alors, et revenons justement, je vais enfoncer une porte ouverte, mais elle est tellement grande ouverte qu'en fait, on s'en aperçoit même plus. Mais encore une fois, débattre à l'origine, ça veut dire cesser de se battre. Et c'est ça qui me semble aussi important. C'est-à-dire que il y a dans la discussion, ça dépend ce qu'on entend derrière ce mot de débat, encore une fois. Aujourd'hui, le débat, c'est devenu finalement une espèce d'arène. On parle de punchline, de clash, et Mm. on parle de ça effectivement sur YouTube, mais on en parle aussi quand il s'agit de Zemmour, de Mélenchon, etc. Or, justement, moi, j'ai toujours essayé de prendre le parti dans les interventions qui étaient les miennes, de dire, est-ce que, imaginons qu'un tel ou tel autre m'accueille, est-ce que je vais avoir la possibilité ou non de discuter, d'émettre vraiment des idées? Est-ce qu'on va me laisser parler? Est-ce que je vais être entendu? Et dans un objectif, justement, où d'un, on peut s'entendre, et de deux, ceux qui sont en train de regarder, de visionner, etc., sont en capacité aussi d'entendre une parole que, justement, tu l'as juste rappelé à juste titre, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Et donc, est-ce qu'on va être en capacité justement de discuter? Or, ce que je vois rapidement, on aura l'occasion d'en reparler, mais je voulais juste problématiser un petit peu sur ça aussi, c'est que ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a d'un côté aujourd'hui
on pourrait redéfinir les termes là aussi, mais disons une certaine forme d'extrême droite, en tout cas, qui a fait surface notamment aussi sur Internet et qui est absolument contre le débat, qui est dans le clash permanent, qui est dans le buzz, etc., qui recherche la petite phrase, qui est dans le montage surfait en permanence aussi du coup, sur Internet, et où finalement l'objectif, c'est uniquement et ouvertement de mettre de côté complètement le débat et d'être dans l'attaque ad hominem permanente. Et puis à côté de ça, on a pour des raisons parfois un peu plus réfléchies néanmoins, mais on a toute une gauche qui, là aussi, et la figure de proue de ça étant peut-être un Geoffroy de la Gannerie, qui nous dit eh bien, il ne faut absolument jamais, jamais discuter avec les gens de droite, quels qu'ils soient, il n'y a pas de pensée de droite. Bon, je pense qu'on se Ah situe d'accord, là. il a théorisé comme ça. Et qu'est-ce qu'il appelle gens de droite? Ça commence où? Ça se termine où? Ben, c'est ça, c'est toute la question. Et puis surtout, pour moi, la vraie problématique de fond là-dedans, c'est que les choses qu'on entend aussi beaucoup dans nos rangs actuellement, c'est quand on nous dit, je ne sais pas, l'ennemi de classe, par exemple, c'est la droite. Ça ne veut rien dire, ça, en termes de marxisme, l'ennemi de classe, c'est la droite. Et encore faut-il redéfinir ce qu'est la droite, et encore faut-il savoir, OK, à qui on s'adresse, quel est le public, etc. Parce que Il y a des gens qui sont de droite, des gens qui sont à droite. Par exemple, le gaullisme est de droite, mais au ce moment, il est à gauche quasiment, enfin, sur beaucoup de sujets. Enfin, des voilà, c'est ça. historiques qui sont pour la sortie de l'OTAN, ils se retrouvent à Voilà. gauche, quoi, concrètement. Bon, mais ça n'empêche pas qu'ils ont un positionnement de classe qui est clairement pour le capitalisme, avec tout ce que ça implique. Hein. Mais ça aussi, faut faire cette distinction en politique, sinon Non, mais on- c'est ça, il y a des alliances objectives aussi, on le sait bien, en des moments historiques particuliers qui font qu'effectivement, il y a des moments où, encore une fois, pour revenir à l'idée Ah oui, là, de attends, on parle pas d'alliance objective, là, on parle de simplement même la possibilité d'aller river son clou à quelqu'un dans un débat. Est-ce que c'est possible Ouais, ou pas? même ça. Non, et puis, encore une fois, là, alors moi, ce qui me pose problème, je cite Geoffroy de la Gannerie là, mais ce qui me pose problème, c'est quand il dit aussi, par exemple, il n'y a pas de pensée de droite. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, on pourrait considérer, mais il y a eu une pensée de droite, il y a une pensée de droite historique, et c'est justement aussi parce qu'il y a cette pensée de droite qu'on peut encore discuter, et donc Il essayer. y a toujours une part de vrai au sens, c'est le propre même du réactionnaire, c'est quelqu'un qui réagit forcément à quelque chose qui veut, ou même du conservatisme. Forcément, ça ne prédispose pas à une forme de pensée parce que ça ne prédispose pas à comprendre la dialecticité des choses. Donc, à la fois, je crois même que j'ai usé cette expression un peu malheureuse, c'était devenu un titre d'une interview pour le comptoir avec qui était d'ailleurs l'interview était sympa, enfin je trouvais que c'était très bien, mais c'est vrai qu'en fait en y réfléchissant il y a une part de vrai, mais il faut faire attention dans ce qu'on dit, quoi. Bien sûr qu'il y a des intellectuels importants aussi à droite, hein. Enfin, de toute façon on ne peut pas non mais moi je parle même pas de la possibilité, c'est pas parce qu'on discute qu'on est dans l'alliance, parce que même c'est Ouais, la possibilité, et il me semble pour moi, il y a deux types de censure, deux types de menaces. Moi, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce on a quand même un ressenti, un vécu sur cette question. Il y a d'abord une censure générale qui fait que de toute façon, tu rames dès le départ parce que, par exemple, ne serait-ce que moi, quand je passe sur RT, ça m'est arrivé, maintenant ça ne se fait plus, visiblement, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de virer les communistes pour X raisons, mais il doit y avoir aussi des histoires électorales, élections en Russie, choses comme ça. Et surtout la répression anticommuniste en ce moment, mais bon, peu importe. Euh, Là, je m'en veux un peu parce que des fois, je suis obligé de mettre mon drapeau dans ma poche. Je peux pas arriver en disant je suis communiste ou je suis marxiste. Le problème, c'est que quand tu as 5 minutes, de toute façon, si tu commences à dire je suis marxiste, déjà, tu l'es jamais assez. Heureusement, marxiste, c'est long. Enfin, et encore, déjà, bon, bah, faut revenir à nos chères études. Des fois, bon, c'est pas. Et heureusement, communiste, il y a plein de gens, de toute façon, ils vont même pas t'écouter par rapport à ce que tu vas dire. Vaut mieux d'abord dire l'information que tu dois donner. Et puis après, les gens, bon, souvent, il y a un peu d'analyse de classe. Hein. Au moins, tu sais, au moins de rétablir quand même des basiques de discours plus ou moins un peu, au moins parler un tout petit peu d'économie, c'est déjà ça, quoi. Donc voilà, forcément, de ce point de vue-là, c'est les rares moments où je suis obligé de mettre mon drapeau dans la poche. La plupart du temps, je le fais pas du tout. Et puis justement, après, c'est aussi le gros problème de savoir au nom de qui on parle. On parle la plupart du temps, bah, il faut savoir que je donne mon avis. J'ai une maison d'édition, ça n'engage pas mes auteurs. Je suis pas forcément d'accord avec tous les auteurs que je publie, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent à chaque page. Etc. Moi, j'ai aussi des affiliations politiques. Là, je n'interviens pas en ce nom-là, donc je n'en parlerai pas. Mais parce que je considère qu'en tant que communiste, il faut quand même militer, que c'est important, ne serait-ce qu'avoir un rapport militant. On ne peut pas être communiste si on n'est pas militant. En même temps, la possibilité même d'être communiste, elle dépend vraiment d'un. Euh, c'est un enjeu, c'est aussi une pratique. Et c'est quelque chose qui forcément tend à se perdre. Il y a des réflexes de classe, des choses qu'on perd, à moins qu'on ait une pratique collective. Donc, je tiens beaucoup à cette notion de pratique collective, y compris du débat entre toi et moi, par exemple. C'est vachement très important. Et voilà, déjà, on a ce problème-là. Après, il y a l'autre question qui est, c'est vrai que toi, je comprends que tu t'y intéresses parce que justement, tu
tu vas volontairement au combat, au débat combat, c'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire alliance, attention. Non, mais ça, Alors, c'est vrai qu'en même temps, il faut quand même dire comment les choses, parce que peut-être les gens ne savent pas trop, mais c'est vrai que nous, la question du CNR ne nous fait pas peur. Enfin, au contraire, c'est quelque chose qu'on approuve. Enfin, comme n'importe quel communiste, mais au sens classique du terme, ça, les gens ne savent pas forcément quand ils débarquent. Il y a un côté patriotique, et puis je crois on voit bien que notre pays est en danger. Il y a une question vraiment d'indépendance nationale qui se pose de plus en plus d'une manière beaucoup plus, je sais pas, autant du colonialisme triomphant. Moi, j'aurais pas sorti forcément le drapeau tricolore, mais là, sortir le drapeau tricolore, c'est un geste de défense, hein, de défense patriotique. Donc ça, les notions de CNR, on est d'accord. Donc moi aussi, d'ailleurs, le CNR était vraiment très circonstancié, hein, enfin, vraiment sous condition. Hein. Et puis surtout, c'est aussi un rapport de force qui est très favorable aux communistes à l'époque. Donc l'idée même de l'alliance, moi, ne me fait pas peur. Mais là, je parle simplement de la possibilité même de débattre. Alors, des gens comme Laganerie, qui pour moi, de ce que j'ai compris, c'est plutôt le camp social-démocrate, hein, évidemment, t'interdisent toute forme de débat avec des gaullistes, mais parce que, au moins sur la question de l'indépendance nationale, les communistes ont plus de points communs avec des gaullistes qu'avec des socialistes, qui pour moi sont des otaniens, historiquement des pro-colonialistes, parce que la grande différence dans la gauche, elle était là, elle était sur le colonialisme. Donc, et c'est là qu'on voit encore une fois la nécessité de rebattre un petit peu les lignes, parce que tu disais tout à l'heure, quand il dit ne pas discuter avec la droite, effectivement, ça commence où, ça s'arrête où? Parce que peut-être qu'avec la Gannerie, sur certains plans socio-économiques, on serait plus proche que certains gaullistes, mais sur les plans géopolitiques, d'un seul coup, il va y avoir des grosses discordances. Et d'autant plus qu'encore une fois, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, désolé, je coupe le téléphone. Vas-y, c'est bon. L'internationalisme, par exemple, dans ses différentes formes, et qui est aussi des formes anti-impérialistes, c'est non seulement évidemment une doctrine politique, mais c'est aussi une tactique. C'est-à-dire que finalement, ce que je dis là est un truisme en fait, mais les enjeux géopolitiques ont directement des répercussions aussi sur la politique nationale. Or, à ce niveau-là, et comme tu viens de le rappeler, le camp des sociodémocrates, par bien des égards et au travers de l'histoire, ont montré que finalement, ils étaient plus en discordance avec nous autres communistes et dans une logique réellement anti-impérialiste, et qu'on était plus raccord avec certains gaullistes qu'avec eux finalement. Donc effectivement, je suis d'accord, tu as bien fait de reprendre, parce qu'effectivement, j'ai été un peu vite. Je pensais justement au CNR, etc., sur l'idée d'alliance objective. Effectivement, là, on est avant ça. Il ne s'agit même pas effectivement d'une alliance, mais il s'agit au moins de laisser la discussion possible là où en fait elle existe de moins en moins finalement. C'est ça qui pose un vrai problème. Non, le pire, c'est que même sur le CNR au plan historique, je peux même être... je suis très prudent d'une certaine manière, parce que, par exemple, une chose que je ne supporte pas dans l'idéologie dominante, c'est vraiment, il faudrait faire un dictionnaire des idées reçues à la Flaubert, mais c'est cette idée qu'il y avait une extrême droite dans la résistance. Je crois voilà. Les gens extrême droite dans la résistance, c'était des gens, par exemple, comme Guylaine Bénouville, qui était du côté franquiste pendant la guerre d'Espagne. Ils étaient toujours là pour flinguer des communistes, y compris en s'alliant avec l'OSS à l'époque. Et c'est sans doute eux qui sont à l'origine de l'assassinat de Jean Moulin, qu'ils appelaient Moulin Rouge. Hein. Donc, ils étaient là. Je ne vois pas ce qui les différenciait des autres fascistes qui occupaient notre pays. Alors, je suis bien d'accord sur ça, effectivement, et ça, je pense qu'il faut le rappeler. On est allé assez vite là-dessus, évidemment. Voilà, on a improvisé, c'était pas forcément ce qui était prévu. Il y a cette idée qui germe depuis quelques années, et pas pour rien, il faut effectivement tout de suite refonder le CNR, et CNR comme grande alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche, alors que historiquement, et je pense qu'Annie Lacroix-Riz l'a bien démontré, je pense que les travaux de Friot aussi sur 46, etc., ont bien montré qu'en réalité, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, un rapport de force largement favorable aux communistes dans cette période-là, ce qui, à l'heure actuelle, si on devrait tendre vers une alliance, n'est absolument pas le cas. Et raison pour laquelle, effectivement, l'alliance n'est de fait pour nous pas possible. Ça, j'y pense, tu vois, on revient sur les questions de débat. Ça, j'y pense aussi. C'est pas qu'elle n'est pas possible, elle est peut-être souhaitable sous telles conditions, mais alors il faut vraiment poser les conditions. Et en tout cas, bon, mais c'est sûr que si y a une interdiction de débattre avec des gens de droite, ça ne peut pas marcher. De toute façon, même aussi pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, et ça, la social-démocratie sert à ça aussi. Ce problème de rapport de force, à mon avis, tu vois, il se pose régulièrement. Quand j'ai donné une conférence, par exemple, chez Génération Frexit, qui est une sorte de scission de l'UPR, là, dont les personnes en tête sont Charles-Henri Gallois, Philippe Comte et quelques autres, justement, c'est ce que je leur disais. OK pour le Frexit, mais le Frexit, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, quoi. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le rapport de force serait quand même plutôt favorable à une bourgeoisie quand même montante, une bourgeoisie nationale, capitaliste, qui finalement se fourvoie complètement dans l'idée qu'on pourrait revenir à un capitalisme à papa, comme disait Jospin.
Alors, Mais par en même temps, moi, je suis persuadé qu'ici, un Frexit, ça crée une telle dynamique qu'au bout d'un moment, bon, la classe ouvrière devient hégémonique, en fait. Donc, j'allais dire, laissons-leur l'illusion qu'ils vont faire le capitalisme à papa sous frontières nationales. De toute façon, ça crée une. C'est pas ce qui commence une révolution qui la termine. Hein. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et je le dis aussi, bon, soyons. Normalement, il n'y a pas. Il n'y a pas à avoir un certain machiavélisme. Enfin, il faut dire à ces bourgeois de droite, vous avez vocation à défendre votre pays, on comprend votre patriotisme. En tant qu'individu, on respecte ce patriotisme, mais simplement, au bout d'un moment, il y aura une répartition de la richesse, il y aura des incursions despotiques dans le droit de propriété, vous disparaîtrez en tant que classe, pas en tant qu'individu. Ça, il faut arrêter avec les fantasmes des communistes avec le couteau entre les dents. Ça, c'est véhiculé par les historiens soi-disant du communisme qui sont quand même des propagandistes de première. Hein. La plupart du temps, il y a toujours des alliances de classe, mais il faut la gagner. C'est-à-dire que cette alliance de classe, il faut que la classe ouvrière soit hégémonique. Donc, d'après ce que j'ai compris sur le drapeau chinois, il y a le prolétariat, la grosse étoile, et d'autres étoiles, c'est une alliance de classe, avec la paysannerie, la petite bourgeoisie, la bourgeoisie nationale. Hein. Donc, c'est ce qu'écrit Bruno Guy dans un de ses articles récemment. Donc voilà, je pense que s'il faut, il ne s'agit pas de, je ne voudrais surtout pas que cette idée de CNOR soit comprise comme vous avez un peu raison, on a un peu raison. oui, non, mais En point de complètement. vue de classe, non, c'est le socialisme, on va vers le socialisme. Simplement, on comprend très bien qu'il y a une bourgeoisie nationale qui a son rôle à jouer et son patriotisme est respectable, il faut le dire. Mais son patriotisme implique qu'elle disparaisse en tant que classe. Tout à fait. Faudrait quand même pouvoir leur dire clairement, mais a priori, voilà, c'est ça. En tout cas, l'atlantisme SOSDEM pro-OTAN qu'on voit, bon, ça, ces gens-là sont. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vraiment le camp macronien, c'est le bloc bourgeois. Ce sont des gens qui donnent des leçons, y compris moi, est interdit de discuter. Moi, par exemple, là, la forme de censure, je l'ai pointé parce que j'ai expliqué comment, non pas en tant qu'auteur, j'ai aucune vanité d'auteur, mais en tant qu'éditeur qui a publié plus de 200 livres, j'ai été littéralement viré de France Culture. J'avais même écrit un article pour me démontrer exactement comment, pourquoi. Et après, ces gens-là, je pense à Enthoven, je pense à Brice Couturier, qui aujourd'hui se retrouve dans une revue qui s'appelle Franc-Tireur, c'est-à-dire qui reprend la mythologie communiste, hein, soit dit en passant, et pour te donner des leçons de qui a le droit de parler, qui est dans la rationalité. Justement, le premier livre qu'on a publié, tu le connais bien, c'est La destruction de la raison. Justement, c'est très drôle, là, cette bourgeoisie social-démocrate qui te donne des leçons dans la rationalité, qui prétend censurer les autres parce qu'on n'est pas dans le rationalisme. Nous, le rationalisme, on n'assume que ça. Je veux dire, c'est toute l'idéologie, toute l'histoire de la philosophie occidentale jusqu'à Marx, c'est celle du rationalisme. Enfin, bon, Donc, après, c'est vrai qu'il y a aussi une autre question. Ça aussi, pour ça, je lutte contre cette idée un petit peu libérale qui est sous-jacente à l'idée qu'il faut débattre, il faut toujours débattre. Oui, quand, comment, mais il y a des choses, quand on débat, il y a des choses qu'il ne faut pas lâcher. Je veux dire, dans l'abstrait, par rapport à un certain nombre de communistes, on voit dans l'humain, ils débattent avec tout le monde, sauf avec des marxistes-léninistes d'ailleurs. Mais ça, c'est très drôle. Mais bon, d'une certaine manière, les marxistes posent des enjeux de classe, des enjeux qui ont un rapport avec la question de la propriété. Donc, à un moment, il y aura une question qui n'est plus de l'ordre du débat, qui est de l'ordre d'intérêt. Et puis, ce que je pointe aussi dans ce problème des experts, excuse-moi, je suis un peu long, après je te rends la parole, dans le problème des experts, il y a toujours cette idée que bon, bah, il y aurait une vision objective des choses. Non, il y a aussi une vision de classe des choses. Et les gens n'ont pas les mêmes intérêts. De toute façon, une fois qu'on a donné, on ne voit pas il peut faire 30, 25 degrés dans une pièce, savoir si vous avez chaud ou froid. Et là, d'ailleurs, ça n'est pas une question de classe, c'est une question de ressenti personnel. Mais on pourrait prendre cet exemple pour plein de choses. Vous avez droit à avoir une opinion, ça n'est pas il y a une question objective qui est, je ne sais pas moi, la température, etc. Mais vous avez le droit à avoir votre opinion pour savoir s'il fait chaud ou froid. Et de toute façon, comme en plus dans une société, c'est aussi des questions de classe, des questions d'intérêt de classe qui jouent, bah, il faut les poser comme telles. Donc là, on n'est même plus de l'ordre du débat parce qu'on est, mais au moins que les choses soient posées. À partir du moment où on reconnaît, c'était un peu ce que pointait Kouskar dans son Parlement du travailleur collectif. À partir du moment où on pose comme tel les classes sociales en termes de Parlement, forcément, ça crée les conditions du passage au socialisme. En même temps, c'est en posant les différences de classe qu'on crée peut-être la possibilité d'une suppression d'une société de classe. Pardon, j'ai été un peu long et un peu confus, mais Tu as effectivement dit beaucoup de choses. Alors, mais pour revenir sur ton premier point qui était aussi la question de la censure que tu as beaucoup évoqué,
Il faut dire, et tu le dis même y compris pour l'Humala, que effectivement aussi les premiers à nous censurer en tant que communistes, c'est d'abord les grands médias sociodémocrates, et puis même, moi je le vois à mon échelle, les médias dits alternatifs, souvent un peu gauchistes au sens théorique du terme, et trotskistes, etc. Au sens léniniste du terme, hein, il faut bien le dire, parce que gauchiste, c'est péjoratif pour un léniniste, hein, mais ça n'a pas le même sens que quand un type de droite parle de gauchiste. Ouais, voilà. voilà, exactement. Parce que tu as l'impression que des fois, tu ne sais pas s'ils parlent de Mao Tse-tung ou de François Hollande, enfin, tu ne comprends pas. Pour eux, ça s'appelle des gauchistes. Voilà. C'est de gens de gauche, quoi, en fait. Ouais, et Oui, non, encore, mais voilà, pour eux, le gauchisme commence avec Macron, donc forcément, c'est plus oui, compliqué. oui, c'est ça. Oui. Ah oui, oui, mais en un sens, c'est un gauchiste. Oui. Les gauchistes, au point de vue des mœurs, tu n'as pas tort. Ouais. Et, Pas libéral, c'est le libéral libertaire, mais et du coup, ça, effectivement, je pense que c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre et dont on a rapidement parlé, à mon sens, c'est le fait, effectivement, d'être censuré, y compris dans ceux qui seraient en partie de notre camp au sens large. C'est-à-dire, on est malheureusement aujourd'hui tellement minoritaire entre communistes, trotskistes, etc. Je pense à des médias comme le QG, qui, honnêtement, voilà, Aude Lancelin, etc., qui invite Anas Kazib et à longueur de temps et ah, c'est d'antenne. l'entre-soi total. Hein. Et voilà. Et en fait, même une parole comme la nôtre, ben, elle est même pas entendue, elle est même pas audible, et on ne reçoit même pas d'invitation. Alors que, bon, voilà, on peut le dire. Moi, je sais que, par exemple, que ce soit des gens comme Usul, comme Aude Lancelin, moi, je les ai pas tous en tête, mais je sais que, par exemple, sur Twitter, ça fait des années qu'ils me suivent, et que donc, nécessairement, ils connaissent mon travail, y compris même quand on a voulu les approcher, chose que, du coup, on ne fait plus parce que c'est particulièrement pénible d'ailleurs. Ben, en réalité, ils nous ignorent complètement, quoi. C'est-à-dire que donc, quand tu Ah non, parlais. c'est pas vrai pour Lancelin avait interviewé Annie Lacroix, par exemple. Mais alors, elle passe quand même les qualifications, heureusement, parce que le confinement était étonnant. Mais il faut quand même dire, en termes de censure, je crois qu'elle n'est pas passée à France Culture depuis le XXe siècle. Je trouve que ça clarifie quand même pas mal les choses, alors qu'elle doit faire Ouais, un livre non, de mais recherche des bouquins épais comme ça tous les 3-4 ans. Quoi. Bon, donc ça, c'est une censure objective. Hein. Sur France Culture, il y a une censure objective. Faut être très clair. C'est une domination social-démocrate. Et effectivement, totalement. ouais. Mais même effectivement sur ce genre de médias un petit peu alternatif à ça, oui, on retrouve un petit peu cette tendance. Ou alors Badiou, ça passe, parce que Badiou, c'est le communisme hypothétique. Ah, c'est ça, mais c'est ça, c'est l'hypothèse du communisme. Donc, comme il n'y a pas vraiment de communisme, bon, bah, il n'y a Ouais, pas c'est trop ça. d'effet. Et Exactement. Et puis, puis sur l'Europe aussi, il dit exactement ce qu'on attend qu'ils disent. Quoi. C'est pour ça que je parle un peu de famille communiste au sens PCF, c'est-à-dire jusqu'au refus du traité de Maastricht. Bah, c'était le parti communiste et le grand parti anti-européen avec les gaullistes, hein, il faut aussi le ah dire. oui, Hein. Aussi, oui, quand même, cette question est importante, là, justement, parce que là, sur la question coloniale, il y a un fossé entre les communistes et les sociodémocrates, mais il y avait aussi avec les gaullistes. Hein. Enfin, moi, pendant la guerre d'Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire, même si De Gaulle, bon, après, c'est opposé à l'OS, ça aussi, c'est la petite nuance aussi que c'était pas le cas de Mitterrand. Finalement, les liens avec l'OS, ils ont été perpétués beaucoup plus longtemps. Mais effectivement, oui, il y a quand même cette grande fracture entre nous et les sociodémocrates. Oui. Et ça, on le voit. Mais ça, ils sont absolument sans pitié. Et bon, ils ont raison en même temps, parce que oui, il ne faudrait pas donner l'impression qu'on se plaint. Hein, c'est surtout, alors moi, quand tu parles avec des communistes, disons, d'un certain âge, ils sont tellement habitués à ça, sans prendre plein la figure, hein, de toute façon, quand tu es militant communiste, de toute façon, même dans tes rapports à ton entreprise, dans l'usine, etc., partout, au bureau, de toute façon, c'est dur, hein, donc c'est normal, quoi. Enfin, faut pas, on va surtout pas se plaindre. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut essayer de marquer des points, quoi, voilà. Je crois que si tu veux, je me souviens, c'est Dominique Pagani qui t'avait présenté à moi. Il me disait, regarde, il a fait son petit journal, un peu comme toi, tu faisais il y a 20 ans, etc. Et donc voilà, donc, moi j'ai toujours une sympathie un peu structurelle avant même de te connaître, parce que voilà, tu veux faire les choses, etc. Il faut s'approprier les moyens de production, au moins d'échange, enfin d'échange intellectuel. Et pour justement, par rapport cette question du médium est tellement importante, là je vais te faire une révélation qui n'en est pas une, parce que c'est un peu anecdotique, mais c'est comme grâce à toi que j'arrive à faire des vidéos, je serais incapable de le faire, objectivement. C'est toi qui m'a donné cette possibilité-là. Mais parce que tu t'intéresses à ce médium, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Ouais. C'est pour ça je pense que sur cette question-là, puisque ça nous fait parler aussi d'hégémonie culturelle, je pense que sur les dernières années,
Ça fait 10 ans voire même un petit peu plus, que j'essaie de faire des vidéos sur Internet, qu'on a monté des journaux d'ailleurs. L'Affranchi, le journal dont il était question quand on s'est rencontrés, a récemment été relancé, le site Oui, j'ai fonctionne. vu ça. Et que du coup, j'ai participé à différentes émissions, fait différents débats. Et il y a deux choses importantes que j'ai constatées, que j'ai souvent dit. Et là, depuis notamment 2017, on est en train de voir un peu une transformation à ce niveau-là. Mais la première, effectivement, c'est que pendant longtemps, les milieux communistes se sont refusés consciemment ou inconsciemment, finalement, à investir un certain nombre de plateformes. Internet, ça paraissait lointain, etc. Ce qui a fait la part belle, finalement, à toute une certaine extrême droite qu'on connaît bien, qui a pullulé et qui, aujourd'hui encore, a largement pignon sur rue. Et je le sais pour avoir commencé très tôt, pendant très longtemps, je me suis senti très seul. Alors, il y avait deux, trois. Alors voilà, il y a Usul qui est arrivé à peu près au même moment, en sachant qu'on a des gros désaccords politiques et théoriques. Moi et Usul, très nettement, des gens comme Denis Caligula, pareil. Bon, voilà, petit à petit, mais en réalité, c'était extrêmement minoritaire par rapport au foisonnement qu'ont pu avoir d'autres. Bon, je ne les cite pas pour ne pas faire de pub, mais qu'ont pu avoir bien d'autres gros youtubeurs, disons, ou des personnalités politiques. Parce que il y a eu quand même un certain nombre de personnalités politiques, à commencer aussi par le duo Alain Soral-Dieudonné, qui très rapidement ont investi ces médias-là, d'abord parce que aussi eux-mêmes avaient subi une certaine censure dans les grands médias, et donc ils ont su investir ça. Et la deuxième erreur, parce qu'il faut quand même faire un peu notre autocritique, d'autant plus que tout ça est un petit peu en train de se corriger ces dernières années, c'est une bonne chose. Mais la deuxième erreur qu'on a fait, je pense, et je t'en ai souvent parlé, et j'en ai régulièrement fait état en privé avec d'autres, c'est, je pense, l'incapacité qu'on a pu avoir à investir des médias dont l'origine semblait a priori un petit peu confus. Alors confus juste parce qu'en fait ils n'avaient pas de ligne claire, quoi. C'était des types qui voilà, disaient allez, on va faire un média, et je pense notamment là-dessus à un média comme Meta TV, sur lequel j'avais été interrogé pour mon premier livre. Et je connaissais du coup les personnes, comme je te l'ai dit, je connaissais bien les personnes, et d'ailleurs notamment Patrick Donte, Tepa, qui est décédé récemment, paix à son âme, qui justement venait de l'UPR, mais qui était à l'origine un militant contre le franc CFA, etc. Non, mais là, c'est peut-être le pire truc que tu as fait, mais tu l'as vraiment fait à l'issue de ton plein gré, comme dirait le pauvre Virenque, parce que en fait, vous veniez tous les deux de l'UPR et il n'avait pas encore tourné complètement. C'est ça. Et c'est là que je veux en venir. Non, il faut préciser que ton émission, c'était une émission sur le fascisme, mais contre le fascisme. Mais oui, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'il a fait après, ça détonne quand même. Parce que... mais alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est que moi, je suis passé quasiment dans les tout premiers mois d'existence de ce média, qui invitait des gens, ils invitaient ceux qui connaissaient par Internet, ceux avec qui ils avaient des affinités. Et à cette époque-là, il n'y avait jamais eu aucune interview d'un Adrien Abosi, par exemple. Alain Soral ne s'était pas encore assis sur ce canapé-là non plus, etc. Et en fait, il se voulait transcourant, etc. Alors moi, je le sentais bien déjà que ça plaît, mais justement, j'y étais déjà allé à cette époque-là en me disant, justement, il faut que... Et vous étiez connu à l'UPR, parce que quand tu étais jeune, enfin très jeune, genre 15 ans, tu étais à l'UPR, c'est ça. Ouais. Ça aussi, de toute façon, on va me le reprocher toute ma vie. Mais Oui, effectivement, non, mais... je suis allé quand j'avais 15 et 18 ans, pendant que les autres jouaient à la Game Boy, donc on me fait des reproches insensés. Non, mais c'est une preuve de patriotisme français. Et puis, a priori, il y avait pas... Il ne prenait pas position sur la forme économique de la société. Donc, Non, pas du normalement, tout. je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Mais... Je termine rapidement sur Meta TV, parce que ça me semble important, et ça me semble être un exemple parmi d'autres, en fait. Et qui est qu'en fait, et c'est des choses qu'on entend régulièrement, qu'on a entendu toi aussi, toi et moi, pardon, il n'y a pas si longtemps, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas formuler des demandes et des invitations à des intellectuels qui avaient, surtout à l'époque, une notoriété bien plus conséquente, et surtout des travaux théoriques bien plus conséquents que les miens, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et tout cela refusait d'intervenir dans Meta TV parce que Tepa était un membre de l'UPR, qu'on disait que l'UPR, c'était forcément d'extrême droite, etc. Alors qu'en fait, de bonne foi, il les aurait accueillis, et probablement que Meta TV, je termine rapidement, aurait pris une autre tournure. Or, qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est que n'ont répondu à l'invitation
que ceux qui se sont dit bah c'est pas un problème pour nous, au contraire on s'en fout, on y va, et qui étaient des gens qui véritablement sont toujours pour l'heure actuelle là clairement d'extrême droite là pure et dure, c'est-à-dire des gens qui réhabilitent Pétain, des gens qui revendiquent clairement la frange réactionnaire post-révolution française, etc. Joseph de Maistre et compagnie. Et donc finalement ces personnes qui, à l'origine, souhaitaient, un peu naïvement, certes, mais donner la parole un peu à tout le monde, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut faire un média, je suis en train de dire que nous, communistes, avons fait l'erreur de ne pas investir quand il fallait et d'avoir répondu négativement à ces invitations. Ouais, mais objectivement, là, tu ne pouvais plus. C'est parti complètement en cacahuète, quoi. Hein, Ah bah oui, non, mais après, voilà, le problème, pas. c'est que du coup, Lui-même, il donnait vraiment l'impression, bon, paix à son âme, mais il donnait vraiment l'impression de vouloir faire absolument de la publicité sur le dos de n'importe quelle cause. Parce qu'une fois, je l'ai vu inviter Forisson, j'ai écarquillé les yeux. Mais en plus, là où c'était pire, tu vois, c'est quand bien même, non seulement c'était délirant historiographiquement, mais tu voyais qu'il n'avait pas travaillé le sujet. Parce qu'à un moment, je te donne un exemple, il confondait Rudolf Heuss, le gardien du camp d'Auschwitz, et Rudolf Hess, le numéro 2 de Hitler. Donc ça veut dire qu'il n'y comprend rien, ou alors c'est du nazisme d'opérette de base, quoi. Mais si tu veux, si c'est juste le plaisir d'agiter des idées simplement pour choquer, je ne sais pas, enfin, un certain nombre de personnes qui pourraient être, je sais pas, il y a des gens, il y a un certain nombre de millions de personnes qui ont quand même perdu leurs parents, leurs grands-parents dans cette histoire. Et si en plus tu travailles pas le sujet, de toute façon, bon, évidemment que ça repose sur rien. Mais là, je veux dire, il est tombé deux fois enfin, je veux dire, à mon avis, c'est complètement perdu, quoi. Donc ça, c'est le comparaison. Enfin, je veux dire, tu t'es fait avoir par rapport. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Hein. Non, parce qu'on pourrait te le reprocher toute ta vie pour. C'est ridicule de le faire, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Mais. Je te coupe juste parce qu'à mon avis, là, du coup, on est à un autre niveau, à un autre moment, en fait. Moi, le moment où j'interviens, tout ça n'est pas passé. C'est ça que je veux dire. Et donc, pour moi, je trouve ça dommage que, du coup, des gens qui avaient été invités à l'époque, et pour certains qu'on connaît très bien, mais ça ne sert à rien, je ne vais pas faire une liste des gens dont tu avais eu des propositions, qui ont tous refusé. Alors, à ce moment-là, si m'avaient emboîté le pas, des gens en notoriété, je ne dis pas forcément qu'ils ont été invités, mais pour prendre quelques noms qu'on a en commun, de gens qu'on connaît, etc. Si des Annie Lacroix, des Georges Gasto, des Bernard Friot, etc. m'avaient emboîté le pas, ça se trouve, ce média n'aurait pas du tout pris cette tournure. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Bon, alors, ok. Ouais, Et, j'essaie de dire du passé, mais oui. Former les invitations. C'est possible, vu que justement le fameux Topal n'avait aucune colonne vertébrale idéologique, c'est tout à fait possible. C'est ça que je dis. Et en fait, ce qui est dommage, c'est exactement ça que je dis, c'est qu'on n'a pas été capable d'investir ça. Et que du coup, la pseudo-colonne vertébrale, elle s'est faite ensuite avec ceux qui avaient accepté l'invitation. Et ça, c'est une erreur qu'on a reproduite. Ouais. Non, mais en même temps, si tu veux, le problème, c'est qu'ils cherchaient à faire le scandale. Donc, a priori, normalement, de toute façon, chez les marxistes, tu ne cherches pas ça, a priori. Non, c'est sûr. Des gens, par exemple, qui viennent. Je pense qu'on a relevé la capacité Regarde, moi, j'ai été invité. À ce moment-là, j'ai 19 ans quand j'y vais. Je fais aucun scandale particulier. Je suis sur le canapé à 19 ans. Je commence à dire, ouais, tout ce qui gravite autour de la dissidence, machin. Il y a beaucoup de choses qui sont largement critiquables dans mon interview. Mais je commence à expliquer effectivement que tout ce qui gravite autour de la dissidence, qui font avec de données, etc., c'est pas clair. Je me permets de le dire. Personne m'a empêché. Personne m'a attendu derrière, m'a tabassé. Rien, en fait. C'est pas vrai. Donc, du coup, on pouvait y aller et tenir justement un autre discours. Et ce public qui lui-même n'avait pas de colonne vertébrale, parce que ce qu'on oublie, c'est que le média a pris cette tournure-là, mais du coup, ce public qui lui aussi n'avait pas forcément des idées très claires, si on avait répondu présent à ce moment-là, on aurait pu entendre certaines choses. Et je termine une phrase, c'est tellement vrai à mon avis que quand j'ai davantage investi effectivement Internet, quand j'ai dit à Dominique qu'il faudrait se filmer, il faudrait qu'il y ait des Dominique Pagani, tu veux dire? Oui, il va y aller. Et finalement, on voit bien qu'à l'heure actuelle, ça prend un peu. Simplement, entre-temps, il y a eu 10 ans qui nous ont précédés où on a été submergés aussi par certaines extrêmes droites. Alors qu'en réalité, ça prend bien. On voit bien que le discours qu'on porte est entendu et est audible en réalité. L'autre angoisse moi, que j'ai par rapport, le gros problème justement quand on parle de fascisme, on parle avec des fascistes, c'est que bon, on est d'accord que le fascisme, ça se combat jusqu'à Stalingrad et ça se détruit militairement. On sera tous d'accord. Le problème, c'est que nous-mêmes, là, concrètement, la guerre n'est pas déclarée. Et c'est un petit peu, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'immenses résistants. Enfin, je ne vois pas en quoi, concrètement, on n'a pas de fait d'armes. En face, ils n'ont pas de sang sur les mains non plus. Donc, il y a aussi la possibilité qu'il y ait des gens qui changent d'avis. C'était le gros problème de Mélenchon je me souviens, je crois qu'il y a plusieurs années, il est arrivé sur un marché dans le nord de la France.
et il y avait un gars très populaire, quoi, et qui avait dû lui dire qu'il avait voté Marine Le Pen, et Mélenchon l'a engueulé comme du haut de son statut de sénateur. Et je m'étais quand même dit, Georges Marchais n'aurait pas fait ça. Oui. Il serait pris autrement. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut distinguer la possibilité de se dire, faut arrêter avec l'identitarisme d'une certaine manière, parce qu'on n'incarne pas le communisme tout seul, ça ne marche pas comme ça. C'est long, être marxiste, c'est très long. Je veux dire, le communisme, c'est d'abord un parti, c'est d'abord un collectif, et le parti, pour l'instant, n'existe pas, à mon avis. Hein. Donc, il faut être modeste. Et donc, on ne peut pas dire on est dans la vérité, on est dans le vrai. Et en face, bon, ils ne reviennent pas du front avec l'idée d'être de cœur franc et d'en finir avec tous les communistes. La plupart du temps, ils s'en foutent des communistes. Hein. Donc, c'est très compliqué par rapport à cette masse de gens qui sont de plus en plus d'extrême droite. Enfin, c'est effrayant parce que maintenant, on a Marine Le Pen, on a Zemmour, on a son double et ça prend encore plus de voix. Enfin, c'est carrément, ça phagocyte tout. Il y a un problème dans ce pays, quoi. Et hier, je voyais le débat, entre guillemets, entre Zemmour et Onfray, si on parle de débat. Tu avais carrément tout le public pro-Onfray. Quand Zemmour dit un truc sur les Algériens, je ne sais pas quoi, la salle, mais on aurait dit Nuremberg. C'est intéressant parce que c'est la remarque qu'on faisait avec certains de mes camarades et il y avait déjà une intervention Zemmour-Onfray sur CNews. Le débat, quand on lit entre les lignes, et là, à proprement parler, a vraiment des racines fascistes extrêmement profondes. Quoi. Toutes les références, tous les appels aussi à la nature d'Onfray, etc., sont en fait, c'est des vrais débats de fachos, là, pour le coup, clairement. Quoi. Mais oui, c'est fou. Non, mais ce qui est complètement dingue, c'est qu'à la fin, ils vont te faire une concession. Alors, on arrête avec la russophobie. À la fin, ils arrêtent ça. Ah bon, d'accord. Donc, oui, il faut. Ah oui, ils te disent même, mais quand même, le sacrifice des soldats soviétiques pendant la guerre. Et Zemmour se sont obligés de dire un petit oui, parce qu'ils sentaient que ça allait un peu loin, mais ils reconnaissaient que c'était quand même pas les Américains qui nous avaient libérés, pas entièrement. Donc, enfin voilà. Non, mais je suis assez frappé par cette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, quand on traite du fascisme, il faut bien sûr qu'il faut le battre. C'est la dictature terroriste de la bourgeoisie. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est pas que des groupes d'extrême droite, c'est quand même une politique générale. Et puis, il faut éviter d'être la caricature de gauchiste à la Roland Barthes quand il disait la langue est fasciste. Enfin, tout ce qu'il voulait dire, c'est que la langue est une structure. Bon, c'est du structuralisme, il y a des effets de structure de la langue. Justement, c'est différent du fascisme. Bon, c'est pas pour ça, d'ailleurs, que c'est pas intéressant. On est parlé par la langue, etc. Le fait de parler telle ou telle langue structure notre pensée. A priori, oui, d'accord. Mais... Tu parlais tout à l'heure de la question de l'hégémonie chez Gramsci. J'ai à plusieurs fois fait état du détricotage complet qui avait été fait notamment par Mouffe et Laclos du concept d'hégémonie chez Gramsci, parce que toi tu disais, pour le dire rapidement en termes marxistes, effectivement, chez Gramsci, l'hégémonie, elle s'enracine toujours dans une infrastructure. Or, chez Mouffe et Laclos, dans la continuité de dégradation théorique issue d'Althusser avec l'autonomie relative de la superstructure, chez eux, l'autonomie, elle est plus relative, elle est complète. Et donc, mais d'ailleurs, après je te passe tout de suite la parole, mais on a vu, c'était la catastrophe Podemos. C'est-à-dire, je peux changer la réalité, je peux réussir à me faire élire, mais après, si tu n'as pas la politique qui va avec, c'est la catastrophe, c'est encore après. Et après, on l'appelle ce parti, on l'appelle No Podemos maintenant. Donc, non, ça marche sur un coup, ça marche à court terme. Ça existe à court terme. Tu peux mentir aux électeurs pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, comme dit Lincoln, tu ne peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Enfin, je ne me rappelle plus la formule, mais bon, au bout d'un moment, ça n'a qu'un temps. Pardon, je suis désolé, je te reprends. Et du coup, effectivement, on est sur ce que du coup eux-mêmes appellent, et je sais que du coup j'ai fait des adeptes en le faisant refaire surface, mais ce qu'eux-mêmes appellent des signifiants vides, c'est-à-dire effectivement des termes qui vont être employés de sorte à ce que finalement on agrège pour un certain temps, comme tu le dis avec Podemos, un groupe de la population qui malheureusement va finalement tend vers ça par l'intermédiaire du discours, mais sur lequel il n'y a aucun fond. Et ça, on l'a justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on l'a aussi avec le problème du terme fasciste, du terme facho. Moi, quand je dis le fond théorique du débat Zemmour-Onfray et fasciste, je vois bien ce que je dis. Par contre, à longueur de temps, ici, dans les groupes gauchistes, encore une fois, au sens léniniste, maintenant, tout est fasciste. Tu dis, Roland Barthes, la langue, effectivement, est fasciste du fait de la structure. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui, du coup, n'est pas une liberté désirante infinie
en fait, relève du fascisme. Et donc, effectivement, c'est très difficile d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle, quand le fascisme, comme c'est le cas à l'heure actuelle, est en train de refaire surface, il ne refait pas surface directement avec les grands galons militaires et le Non, chef. et il n'arrivera jamais sous cette forme. Voilà, et bien du coup, on n'arrive plus à le voir parce que du coup, Ouais. on est persuadé, encore une fois, effectivement, que ça va être le chef militaire guerrier qui va débarquer. Mais en réalité, les fondations du fascisme, là, notamment dans le dernier quinquennat qu'on a vu, ben, on le voit bien. On le voit bien sur le plan économique, sur le plan médiatique, sur le plan aussi d'un certain Oui. nombre Ah non, la violence, elle est déjà là. Ça, tu le vois. Je sais pas, si tu es syndicaliste, tu es aux premières loges. Hein, tu es perquisitionné. Si tu es gilet jaune, tu le vois aussi dans les manifs. Elle commence à être là. Hein. Mais effectivement, elle n'aura pas forcément la forme militaire, le clergé à côté, genre dictature sud-américaine. Non, ça n'aura pas forcément cette apparence-là. C'est peut-être pour ça que c'est même plus compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas ce stade fasciste ou stade impérialiste. D'ailleurs, économiquement, c'est plutôt le stade suprême de l'impérialisme, c'est le capitalisme, c'est comme l'impérialisme. Hein, c'est lié aussi à une politique, les politiques belliqueuses actuellement contre la Chine. Enfin, je donne un exemple contre la Russie. D'ailleurs, c'était la seule limite hein, qui se donnait. Ils avaient décidé d'arrêter contre la Russie. Mais de toute façon, on a l'impression que la politique en France, c'est tel type va taper sur les Arabes, tel autre, ça va être les Juifs, tel autre, moi, je suis pro-russe, moi, je suis anti-russe. Ça ne marche pas comme ça. Il faut affirmer les principes républicains. Il faut arrêter de distinguer des gens. C'est pas pour nier les différences nationales. Enfin, il y a des, je suis un internationaliste. Les nations, ça existe, mais les cultures, ça s'additionne. Enfin, je veux dire, si on s'intéresse à la culture d'un pays, elle s'additionne à la tienne. Ça ne se retranche pas. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, ça me posait un petit problème avec la question de Mélenchon. Je trouve qu'il a été pas mauvais dans le débat avec Zemmour, malgré tout. Hein, je peux faire des ennemis si je dis ça, mais sauf sur le terme de créolisation, parce que la créolisation au sens on comprend ce qu'il veut dire, c'est sympathique cette idée de mélange. Et puis quand on est dialecticien, bien sûr que tout se mélange, tout est mouvant, tout est soumis à des évolutions, on sera d'accord. Mais qui dit créole dit qu'il y a un sabir avant, c'est-à-dire une perte quand même de ta propre langue, un renoncement à ta propre langue et à ta propre culture. Et puis quand la France est menacée dans ses fondements, y compris républicains, y compris dans sa langue, par rapport à la menace de l'anglais, je trouve que la formule est malheureuse. Quoi. Voilà, mais Mais bon. tout à fait. Je pense que là, justement, ce que tu dis, limite, là, ils se sont fourvoyés à leur propre jeu. On parlait tout à l'heure de signifiant vide, etc. Moi, je ne dis pas que forcément c'en est un, en l'occurrence, parce qu'il y a toute une théorisation derrière qui existe quand même. Mais effectivement, ce qui est malheureux, là, c'est que ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il pourrait expliquer un certain nombre de processus sur lesquels beaucoup de gens pourraient tomber finalement d'accord. Et qui sont des processus historiques courants et qui ont toujours eu lieu. Et finalement, donner ce terme à l'idée de créolisation, justement, fait que ça rend la chose extrêmement délétère et que finalement beaucoup de gens s'en tiennent à distance et préfèrent du coup les propositions identitaires d'un Zemmour. Ouais, en plus, nous, notre rapport aux créoles qu'on connaît, c'est des créoles des Antilles, enfin, sont ceux auxquels les Français pensent le plus, ils sont aussi le produit de l'esclavage, c'est-à-dire d'un déracinement plus que violent, enfin, inhumain. Donc, bon, c'est pas le cas de tous les créoles. Hein. Les créoles, souvent, naissent justement d'un pidgin ou d'un sabir pour une volonté de communication, puis après, les enfants. Mais de toute façon, je trouve ça assez malheureux. Alors, t'en as un qui dit je suis contre la libanisation, l'autre qui dit je suis pour la créolisation. Mais de toute façon, on pourrait pas affirmer la République, tout simplement. Enfin, ça me semble. Au moins ça, je veux dire, après on pose des questions de classe, on reprend la critique du jeune Marx sur les limites de la démocratie formelle et bourgeoise, et on continue. Mais au moins s'en tenir à ça, surtout, on part pas de rien, on part dans un contexte qui est la France, avec des habitudes de pensée, un pays qui est très peu d'extrême droite, enfin, il faut comme le dire, c'est le paradoxe aussi d'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je pense pas que ça tienne le coup, parce que justement, je vois pas le fascisme partout, hein, Mais crois que le peuple français, et on le voyait, c'est pas pour rien que dans les années 30, c'est un des seuls pays qui bascule pas. Et même qui c'est ce que j'allais dire, c'est ce que effectivement, on est le bon, voilà, tu l'as dit. Et à côté de ça, je pense qu'encore une fois, pour continuer quand même l'autocritique de notre camp, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il faut faire si on veut essayer de progresser un petit peu, il y a aussi le problème majeur de l'autophobie communiste chez les communistes eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que là, on parlait de la Chine, par exemple. Enfin, les trois quarts des interventions des dix communistes qui ont un peu pignon sur rue, que ce soit Fabien Roussel ou d'autres, sont toujours des interventions à charge contre la Chine socialiste, sont toujours des interventions à charge. moi, j'avais surtout noté le soutien à Biden, enfin, qui leur a eu Oui, sacré voilà, non, partout. mais c'est ça, c'est qu'on est dans l'autophobie permanente. Enfin, et puis moi, ça aussi, c'est une des choses qui m'avait choqué quand Fabien Roussel devient secrétaire national du PC. Quelques mois après, il est interrogé sur France Culture. Donc, comme quoi, ces communistes-là, on peut les interroger quand même sur France Ouais. Culture. Et quand on lui demande quelle est pour lui la figure de l'intellectuel influent du XXe siècle, etc., le grand intellectuel, il répond Solzhenitsyn, quoi.
Tu vois, moi, et du coup, cette autophobie aussi conduit à cette autophobie vis-à-vis de l'histoire de l'Union soviétique, vis-à-vis de l'histoire du socialisme réel, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'histoire française et notamment de l'héritage de 46, etc., d'après-guerre, fait qu'au bout d'un moment, quand on se déteste soi-même, il est évidemment difficile de porter un discours qui soit réellement communiste. Donc, Non, je pense qu'il faut le dire parce que les gens n'imaginent même pas qu'on puisse être contre Solzhenitsyn. Moi, personnellement, je suis contre en tant qu'individu. Je ne parle pas des qualités littéraires, ça, je ne suis pas là pour juger ça. D'ailleurs, s'il n'en avait pas, on n'en parlerait pas. Mais d'ailleurs, je pense que Orwell aussi a des qualités littéraires. C'est pas pour ça que je ne suis pas contre en tant qu'individu. Enfin, mais Solzhenitsyn, bon, clairement, il était allé au goulag pour ne pas aller sur le front. Hein. C'est pour ça qu'il s'est fait réformer, parce qu'il craignait littéralement de perdre sa peau. Hein. Et c'était pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des camps d'extermination, c'est un système pénitentiaire. C'est pour ça qu'il est allé. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est faut lire aussi ses bouquins d'antisémitisme, mais alors délirant. Hein, avec il y a ces deux gros volumes, comment ils s'appellent déjà? Oui, Vivre ensemble ou l'un à côté de l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, et plus les éloges de Vlasov. Et puis la propagande de guerre anticommuniste, c'est-à-dire qu'il va juste après la mort de Franco en Espagne pour dire qu'en gros on n'allait pas de transition. D'ailleurs, la transition n'a pas vraiment eu lieu. On sait qu'ils sont, contrairement au Portugal, il n'y a pas vraiment eu de révolution. L'Espagne est restée dans ses structures vraiment gouvernées par le Partido Popular, enfin vraiment les structures franquistes. Et il dit non, surtout faites attention, n'allez pas vers le communisme parce que c'est 100 millions de morts en Russie. oui, Ça veut dire pour rapporter à la population que bon, un soviétique chaque soviétique avait tué son voisin à peu près. Donc, ça s'appelle la propagande de guerre. C'est qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est pas juste parce qu'après les gens vont dire vous minimisez la souffrance des gens, etc. C'est comme quoi. Mais il y a un degré. Une transformation de la quantité en qualité, au bout d'un moment, si tu commences à raconter vraiment n'importe quoi, ça devient véritablement c'est de la haine pure. Hein. C'est destiné à faire la guerre, ce genre de discours. Hein. Donc, enfin voilà, pourquoi je suis totalement contre Solzhenitsyn. Et Voilà. pour revenir, parce que pour revenir sur la question de notre discussion qui est celle du débat. Oui, pardon. Non, mais au passage, non, mais c'est important que tu le rappelles. Et je pense que d'ailleurs, pour ceux qui découvriraient ta chaîne ou quoi aujourd'hui, je pense qu'on peut les renvoyer d'ailleurs à ton livre aussi. Ouais. Plus, qui est une excellente synthèse aussi sur Ah cette oui, question. c'est vrai que je ne parle pas de Solzhenitsyn, mais ouais, mais Je ne parle pas de Solzhenitsyn, mais je parle du coup pour tout ce qui est justement le trafic sur les chiffres, la question du goulag, etc. Bon, c'est quand même intéressant. Mais oui, pour revenir là-dessus, par rapport à ce que je disais aussi sur l'autophobie, le fait est aussi que cette autophobie, elle fait suite d'une histoire que tu connais mieux que moi aussi, qui est effectivement l'effondrement de l'URSS, qui est la transformation par l'intérieur du PC, du PC de Robert Hue, etc., et de tout un tas de choses, de l'influence de gens comme Solzhenitsyn, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui, si on s'y prend bien, je pense, ne prend plus tout à fait chez les jeunes générations aujourd'hui. Et moi, je m'adresse principalement à un public qui est quand même assez jeune, hein, qui a entre 25 et 35 ans. Et finalement, je me rends compte qu'on peut parler de communisme. Et à partir du moment où, effectivement, on n'est pas dans l'autophobie par rapport aux différents points que je parlais tout à l'heure, et y compris par rapport à l'histoire de l'Union soviétique et les travaux que tu as pu faire paraître chez Delga ces dernières années, justement, sont d'un grand secours là-dessus. Et bien, finalement, c'est audible, c'est entendable. Donc, en fait, encore une fois, je pense que les figures de proue de l'appareil communiste à l'heure actuelle, pour beaucoup, se fourvoient complètement en pensant qu'il faut sans cesse montrer patte blanche, sans cesse être dans l'autophobie et se cracher dessus, alors qu'en réalité, au contraire, il y a une véritable demande et on est capable d'entendre autre chose. Et je sais que moi, la manière que je peux avoir de présenter un certain nombre de choses en rapport avec le communisme, y compris parfois, bon, je le dis là, d'un point de vue stratégique, c'est peut-être pas forcément fabuleux, mais y compris parfois même avec une forme de communisme empirique, etc. Bon, et quelque chose qui parle énormément aux jeunes à l'heure actuelle et qui entre en résonance parce que finalement, ils n'ont plus cette charge. Moi, je sais que ceux qui ont mon âge, je suis né en 93, j'étais même pas né. Par exemple, j'ai jamais connu, je vois ma femme que tu connais qui a 11 ans de plus que moi, a toujours en tête les cartes géographiques sur lesquelles il y a l'URSS. Ben moi, par exemple, j'ai jamais vu une carte Avec sur deux laquelle Allemagnes, oui, bien sûr.
Donc, en fait, ça ne fait pas partie des représentations idéologiques des jeunes d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de jouer la carte de cette autophobie pénible. Oui, mais Et en même temps, le problème, c'est qu'ils aujourd'hui, ils sont habitués ils sont habitués à attendre les théories les plus fumeuses, les plus délirantes sur Internet. Alors, on a l'impression de dire, ah bah pourquoi pas en plus le communisme. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, hein. Y compris quand tu penses qu'il y en a qui pensent que, à cause du fait qu'on leur ressasse tout le temps ressasse tout le temps le pacte germano-soviétique, ils sont persuadés que, donc, que l'URSS et l'Allemagne nazie étaient alliés. Il y a des ouais. sondages là-dessus qui montrent qu'ils pensent qu'ils étaient, pendant toute la guerre, ils étaient alliés. Et Parce que là, c'est le totalitarisme, puisqu'en plus, c'est ce qu'on leur dit à l'école. c'est Quand on ça, leur en parle, c'est le gros problème aussi aujourd'hui, de toute façon, de l'enseignement tel qu'il est prodigué. Et bon, j'ai fait récemment une vidéo qui fonctionne très bien sur l'éducation nationale. Et bon, voilà, j'ai eu des retours de collègues un peu énervés, mais de fait, c'est le cas et j'avais eu des discussions avec eux. Et on fait face aussi à beaucoup d'historiens, et je pense que ce soit Annie ou Gilda, elles le savent très bien, on a déjà pu en parler. On fait face à beaucoup de profs d'histoire qui finalement interrogent même pas les concepts qu'ils utilisent et ont l'impression de vendre aux élèves une neutralité historique qui n'est pas possible, et dans lesquels finalement on les fourvoie tout de suite avec ce gros concept de totalitarisme qui ne consiste finalement qu'à exclure le mode de production capitaliste, c'est-à-dire tout le reste c'est de la merde pour aller vite. Et donc finalement, évidemment qu'ils sont là-dedans, et puis on leur présente effectivement le pacte germano-soviétique, et puis on a les relais d'intellectuels organiques de la classe dirigeante comme Zemmour et Onfray qui là-dessus s'accorderont volontiers pour dire, et d'ailleurs dans le débat je crois qu'ils en font encore état, et dire finalement les communistes étaient alliés des nazis, et puis bon, tout ça effectivement fait un espèce de vulgaire. Mais malgré tout, pour revenir sur ce que je disais, tout mais ça est... non, juste, et c'est vrai que pour moi, le fascisme, c'est la teneur entre ça et ça. Parce que mettre sur le même plan nazisme et communisme, c'est du fascisme, hein. C'est la phrase de Thomas Mann, mais ça revient concrètement à ça. Parce que c'est le plan, ça a toujours été que Hitler fonce sur l'Union soviétique. Donc pendant 10 ans, l'Union soviétique cherche une alliance avec les dites démocraties occidentales contre Hitler. Donc le but, c'est ça. Mais on est vraiment dans cette tenaille perpétuelle. Enfin, c'est ça qu'il faut dénoncer à chaque fois. C'est les deux bouts. Alors, faire vraiment de l'antifascisme à la gauchiste, c'est trop facile, c'est un piège aussi. Il faut dénoncer perpétuellement ce double discours-là. Pardon, voilà. Ouais, et puis on voit bien que là, l'Union européenne récemment les lois qui ont été votées pour interdire tout ce qui est des symboles communistes, etc. Donc, Bien sûr, c'était des lois qui sont inspirées de pays baltes, de l'Ukraine, de la Pologne. Enfin, c'est des lois de répression typiques, ouais. Exactement. Ouais. Ouais. j'ai perdu le fil de ce que je disais Non, avant. non, Non, mais écoute, de toute façon, on cherche la problématique, c'est un peu normal. Enfin, on cherche à essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement, d'une certaine manière, briser cet étau, sous quelles conditions. Là, tu parlais de l'autophobie, là, je crois que tu as tout à fait raison. C'est vrai que dans l'humain, moi, ce que je vois, c'est que normalement, ils étaient revenus à cette idée, je trouve qu'elle était bonne. Ça commençait sur une bonne idée, c'était de dire, le journal de Jaurès se voulait l'expression de toutes les gauches. Parce qu'après, la SFIO 1905, on est à peu près dans cette. Donc, on laisse à peu près toutes les gauches parler. Bon, c'était à peu près l'idée qu'ils ont eue. Et alors, par contre, les marxistes-léninistes, ça ne marche jamais. C'est-à-dire l'idée même de pouvoir, moi, répondre sur l'anticommunisme, sur l'Union soviétique, qu'est-ce qui s'est passé, ou même sur l'histoire de d'autres pays socialistes, a priori, ça passe pas. Moi, je le vois très bien. Il y a des bouquins qui passent quand ça parle de tout autre sujet. Dès que le socialisme est réel, dès qu'il est ce que dans les milieux communistes on appelle le socialisme réellement existant, et même si c'est pas, a priori, moi j'ai pas vocation à publier des bouquins radicaux, accessibles. A priori, c'est la recherche, on est toujours dans la nuance, on peut amener des choses. Mais à partir du moment où on se place de ce point de vue, qu'il y a un socialisme qui est en train de se créer avec des difficultés, des obstacles, etc., et qu'on les énonce comme tels, ça ne marche plus. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, j'aidais beaucoup Dominique Colosourneau, non seulement je le publiais, mais je l'aidais même à se faire publier dans d'autres domaines. Je voyais même sur d'autres langues, parce que la France est quand même un peu un tournant. Enfin, quand on passe de l'Italie à la France, on peut beaucoup plus discuter avec le monde anglo-saxon, des choses comme ça, on se mieux comprendre. Et je voyais très bien que la limite pour lui, à partir du moment où il parlait de la Chine, et où il parlait de n'importe quelle défense, je ne sais pas, n'importe quel sujet sur l'Union soviétique, c'était foutu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas passer. Tout ce qui passait, c'est la critique du libéralisme. C'est-à-dire qu'on le cantonnait à ce point-là. On a un droit, quelque part, on a un droit d'être marxiste au sens des critiques du capitalisme. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est ce que aussi peut-être les militants communistes ne se rendent pas compte, c'est que être marxiste n'est pas interdit. Bizarrement, c'est une critique qui est intégrée. Je pense qu'elle est dévastatrice si elle est bien comprise, hein, si elle est tirée jusqu'au bout. Mais là, dans ce stade de la lutte des classes, c'est tout à fait, il y a plein de maisons d'édition qui font du marxisme, anticapitalisme, antilibéralisme.
avec des différents degrés de talent, hein, peu importe d'ailleurs. On peut être marxiste tant qu'on dit que le socialisme n'a jamais existé et qu'il n'y Oui, aura alors voilà. jamais. Après, c'est la question du léninisme, en fait, hein. Ça s'oppose de cette manière. Parce que la possibilité d'avoir un discours nuancé sur cette question est un énorme problème. Et donc, oui, ça on le vit et actuellement dans les milieux communistes, ça s'appelle l'autophobie. C'est le terme de l'ossurdome. En fait, on aurait pu le traduire aussi par haine de soi, hein. Mais ça, c'est une catastrophe. Et en même temps, alors, je pense peut-être, moi, récemment, j'ai été interviewé sur Sputnik, alors que les relations avec les médias russes étaient un peu, se délitaient. Et alors là, c'est assez bizarre parce qu'ils me disent, vous avez carte blanche, en gros, enfin, il faut comprendre, ils ne me le disent pas comme ça, mais en gros, vous pouvez parler de Staline parce que ce que je comprends bien, c'est que bon, bah, on voit bien que c'est un vecteur de russophobie chez eux. Mais là, j'avais presque, j'ai été quasiment, enfin, on a fait 30 minutes d'émission, il fallait en prendre 20. Je savais très bien, comme j'ai fait un tunnel sur Trotsky, je ne m'arrêtais pas, je savais très bien que là, c'était en trop, quoi. Donc, grosso modo, j'ai pu dire vraiment ce que je voulais. C'était normal d'avoir été coupé, puisque on m'avait dit que l'émission ferait que 20 minutes. Donc, j'ai pu dire vraiment ce que je voulais. Mais en même temps, c'est totalement. Il y a un piège aussi, c'est que de toute façon, il s'agit aussi d'être nuancé. Je veux dire, moi, personnellement, je ne me définis pas comme stalinien, je me définis comme marxiste-léniniste. Et puis, s'il faut faire des critiques, mais simplement comme on juge sur pièce, qu'on puisse, tout ce qu'on demande, c'est ça. Tout ce qu'on demande, c'est justement, d'une certaine manière, c'est ça aussi. On revient à la question du débat. On a besoin de débat pour moi, j'en ai besoin. En tant qu'intellectuel, j'ai besoin d'être critiqué. J'ai besoin quand même d'être critiqué sur des bases objectives et franches et sur le fond. Par exemple, là, je demande un débat avec les trotskistes. Parce que je suis persuadé, j'arrive, je pense que le livre qui s'appelle Le vol de Platakov, autant sur la question de Staline, on sera toujours. Il faut qu'on soit nuancé. Il s'agit pas. Moi, je ne veux pas revenir au côté de la personnalité. C'est anti-rationaliste, c'est anti-marxiste. L'URSS a été obligé d'adopter quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être on peut contester le terme, mais grosso modo, ça existait. Mais de toute façon, il faut de toute façon faire le bilan de l'époque Staline, mais il faut le faire nous-mêmes. Enfin, il faut que les communistes soient capables de le faire sur des bases marxistes, mais sur des bases léninistes, en comprenant, en se plaçant quand même d'un point de vue qui est le fait d'un État qui construit le socialisme dans un contexte d'agression. Voilà. Après, par contre, sur la question de Trotsky, je pense vraiment que Trotsky est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à une alliance tactique avec les nazis, aucune sympathie particulière pour le fascisme en soi, mais simplement cette alliance tactique. Et il savait très bien d'ailleurs que si c'était révélé, sa position politique ne serait plus valable. Et simplement, c'est ce qui s'est passé au second procès de Moscou, et ça a été corroboré par un certain nombre de sources qui sont sorties des archives. Voilà. Moi, j'ai besoin, je le dis clairement, si je suis le seul à dire, personne ne va me croire. J'ai besoin d'un débat critique, et je suis prêt en même temps à me faire dégommer. Je le dis clairement, je suis prêt à avoir quelqu'un qui prend le livre et qui me dit non, là c'est faux, etc. Mais en même temps, je suis persuadé que ça fonctionne. Mais je sais très bien que quand on affirme des thèses comme ça, la thèse en gros, c'est que le second procès de Moscou n'est absolument pas monté. Ce sont les grandes purges qui là relèvent vraiment de l'abus de pouvoir, mais parce que le système s'emballe, mais parce qu'ils traquent littéralement, en fait, ils sont persuadés qu'il y a un complot, et ils traquent tout un chacun. Mais là, pour les dizaines de personnes qui sont impliquées dans les procès de Moscou, en tout cas, pour le second procès, on a énormément de preuves corroborantes. Bon, mais moi j'en ai besoin. Je sais très bien que ça ne fonctionnera pas, mais en même temps, je prends le risque. Donc moi, je n'arrête pas de dire, je comprends même très bien, je me passe d'un point de vue du trotskiste de base, on n'a pas envie de se faire dire ça, que Trotsky a collaboré avec les nazis. Et je ne vais pas jusqu'à dire que dès le départ, c'était son intention. Je pense que c'est une collaboration purement tactique. Mais simplement, effectivement, vous ne pouvez plus motiver des gens au nom de Trotsky, au nom de la figure de Trotsky, et continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire une forme de scission dans le mouvement communiste. Donc je suis persuadé que cette scission n'a plus lieu d'être, cette scission à terme, parce que ce livre est vrai, ce livre donne toutes les infos. Vous ne pouvez pas en avoir plus que celui-ci, donc le vol de Petakov. Mais simplement, et moi je suis prêt à en débattre. Mais donc là, encore un autre terme de débat. Il y a des débats qui sont des combats, comme tu dis. Je crois que c'est important. Il faut pouvoir débattre pour combattre. Ça, tu l'as bien dit. Il faut même parler à la droite. Même indépendamment CNR, pas CNR, et comme on disait, il faut la gagner, l'alliance CNR. C'est-à-dire qu'il faut aussi montrer, quand on a une négociation, il faut montrer aussi sa force. Ça, c'est important. Il y a des débats entre nous, entre communistes. Par exemple, on en parlait avec Roussel, il faut arrêter l'anticommunisme. Il faut pouvoir débattre entre communistes, enfin, clairement.
Et il faut arrêter aussi toujours dans des histoires de boutique. On parle pas toujours, on a le droit aussi de parler en son nom propre, c'est pas grave. À un moment, on est mandaté par son parti, son organe, je comprends très bien. Il faut que les organes puissent se parler, il faut arrêter le sectarisme. Mais des fois, bon, bah, on a le droit de parler en son nom propre, c'est pas honteux. Puis on met une proposition sur la table, et puis cette proposition, elle ne sera valable que si elle est discutée par d'autres personnes. Et il y a aussi, voilà, être soumis à la discussion argumentée de type académique. Même si l'université ne le permet pas, parce que l'université, aujourd'hui, bon, elle est complètement verrouillée, mais les normes du débat académique, elles existent. Voilà. Pardon, j'étais vraiment long, mais Non, mais encore un problème, parce que j'y suis confronté, si tu veux, à ces problèmes-là, presque tout le temps. Voilà, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu as apporté sur un sujet en particulier, tu as donné un exemple de toutes les nuances qu'il faut apporter dans un débat, et dans un débat qui est d'une grande rigueur intellectuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes… Alors après, je dis aujourd'hui… J'ai du mal à avoir le recul et à me dire, est-ce que finalement, ce n'était pas de toute façon comme ça déjà avant, ou est-ce qu'il y a certaines périodes historiques peut-être qui sont plus propices, et donc peut-être que tu pourras m'éclairer là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas le constat qu'on peut dresser pour l'heure, c'est que cette nuance, elle n'est plus entendue, elle n'est pas entendable, notamment du fait de rapports idéologiques importants, du fait de… Tu vois, tout à l'heure, tu disais, encore une fois, hein, on l'embarque, hein, quand il dit la langue est fasciste, etc., c'est devenu qu'en fait, finalement, le relativisme ambiant et toutes ces choses-là font que, on n'est plus capable d'entendre la nuance, on n'est plus capable, tu vois ce que tu disais, qui est effectivement un sujet houleux. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois dire, faisons une historiographie marxiste sérieuse sur la période stalinienne, sans que d'office, on nous dise, ah, vous êtes stalinien, vous êtes staliniste même plutôt. Hein, et donc, finalement, en fait, on n'a plus droit à la parole, on n'a plus droit au débat, parce qu'on va être catégorisé comme ça de la même manière. Hein, tu vois, on en parlait encore régulièrement dans mon cas. J'ai soutenu publiquement, ouvertement Mélenchon en 2017. J'ai fait une vidéo à ce propos. Dans cette vidéo, il y avait plus de critiques que de soutien. Et je rappelais bien, encore une fois, les raisons, le cadre particulier de l'élection. C'est un malgré tout, c'est un soutien malgré tout. Voilà, c'est un malgré tout et tout ça. Bon, eh bien, à longueur de temps, pas plus tard encore qu'hier dans les commentaires de vidéos, etc., les gens disent « Ah oui, mais de toute façon, c'est un mélenchoniste. » Voilà, point barre. Et du coup, en fait… Ouais, c'est de la vulgaire polémique, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, et du coup, l'occasion du débat n'est plus là. Et je vois bien, tu vois, même dans ma vidéo sur Bégodeau, quand je dis Bégodeau vient débattre avec moi et Dominique Pagani, d'accord, notamment Dominique Pagani sur la question plus musicale. Vas-y, Bégodeau, vas-y. Et en fait, encore une fois, comme toi par rapport à Tansi, en fait, on n'attend que ça. Et encore une fois, moi, je ne demande même pas à ce que ce soit forcément médiatisé, que ça fasse… je m'en fous, mais au moins qu'on soit capable de parler, qu'on arrête de parler chacun dans notre coin et de dire absolument n'importe quoi. Moi, beaucoup de gens m'ont fait des reproches sur cette vidéo vis-à-vis de Bégodeau parce que je m'énerve. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent absolument n'importe quoi, qu'il est pignon sur rue à longueur de temps, et qu'il parle d'un auteur dont il dit lui-même qu'il ne l'a pas lu et qui consacre 20 pages dans son bouquin à dire n'importe quoi. Moi, je ne demande même pas. Alors, peut-être qu'il a autre chose à foutre, et ça, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, qu'il se taise sur Plouskar. Et si, par contre, il a envie de parler de Plouskar, alors qu'il consacre un peu de temps, qu'on se rencontre, qu'on en discute, et je ne demande même pas ce qu'est de vidéo, je ne veux pas faire le buzz, je m'en fous royalement. Je veux qu'il arrête de dire n'importe quoi. Et là, on est bien dans les termes du débat intellectuel, qui soit plus dans la polémique, dans le clash, etc. Simplement qu'on discute, qu'on pose un certain nombre de choses, qu'on voit, qu'on regarde. Et ça n'est plus fait, malheureusement. Et c'est ça qui est très pénible. Oui, alors là, le prélude au débat avec Bégodeau, c'est qu'il est Plouskar, qu'il arrête de dire je flaire que. Enfin, mais c'est ça. C'est hallucinant, quoi. Parce que comme tu dis, c'est canin, quoi. C'est vraiment… En plus, bon, et puis… Bon, moi, ce que j'ai bien aimé dans ta vidéo, c'est que tu faisais justement aussi du Plouskar. Tu faisais vraiment de la sociologie presque sauvage sur la personne. Et pourtant, je pensais qu'il serait moins caricatural que ça. Moi, je pensais qu'il y avait plus d'espoir avec un truc. Alors, ce qui est très étonnant, et si ça le pique, tant mieux, c'est que ça l'incitera à me parler. Mais c'est ce que j'ai dit après en description, etc. J'ai repris son terme, je flaire, et je disais, moi, ce que je flaire surtout, c'est que Bégodeau n'a pas envie, à la lecture de Plouskar, de prendre conscience de ses déterminations de classe en tant lui-même que libéral-libertaire en réalité, puisque c'est sa trajectoire. Donc en fait, lui-même, il y a un refus de la lecture inconsciente qui est lié justement à sa trajectoire de classe finalement. Mais qu'on en discute, qu'on en parle, puisqu'il est le premier à faire son prochain. Oui, c'est peut-être un des pires symptômes. La non-lecture exprime beaucoup plus que lecture finalement. Parce que, le fait qu'il est bloqué, qu'il n'ait même pas voulu lire, mais qu'il en parle quand même, il s'oblige d'en parler. Donc il y a quelque chose, ça le gratte, quoi. Donc bon, bah… Et c'est hallucinant parce que dans son interview Thinkerview, qu'il a donné il y a 2 ans, où il commençait déjà à parler Plouskar, où je m'étais retenu à l'époque pour ne pas faire de veine polémique, justement, c'est jusque-là. Encore une fois, on me reproche à moi de faire de la 2 ans pour lire, quand même, il faut le faire. Oui. Bon, vas-y, pardon. On me reproche à moi de faire de la polémique.
ça va me permettre de reprendre un petit peu, parce que pour ceux qui verront ça et qui sont ça va me permettre de reprendre un peu cette séquence, par exemple. Et là, on ne parle pas d'un ennemi politique, au contraire. Bon, c'est très intéressant. Bégodeau intervient dans Thinkerview, donc ça doit être 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il dit 5 minutes avant de parler de Kluskar, il parle d'autre chose et il dit, moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est les gens qui parlent sur d'autres personnes ou de livres qu'ils n'ont jamais lus. Et ça, c'est vérifiable dans la vidéo, c'est ça qui est incroyable. 5 minutes après, on l'interroge sur Kluskar, il dit n'importe quoi et il finit en disant, je ne l'ai pas lu. Donc, c'est fantastique. Moi, à cette époque-là, Bégodeau avait un peu moins de notoriété et sur son site, il y avait un mail d'accès direct. J'envoie un mail à Bégodeau très courtoisement. Je lui dis, voilà, en gros, je pense que ce que vous dites sur Kluskar, franchement, c'est pas très juste. Si vous voulez, on peut en discuter. Je peux comprendre que vous n'ayez pas le temps. Moi-même, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je peux vous envoyer quelques textes ou quoi. Faites l'effort de le lire. Bon, j'ai jamais de réponse. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je ne sais pas si ça a été lu. Et puis ensuite, il fait d'autres passages où il reparle de nouveau de Kluskar. Il écrit son bouquin Notre joie dont je parle dans la vidéo. Il passe au QG. Atromovitic, je ne sais pas comment il a fait pour faire. Vraiment, ça veut rien dire un titre pareil. Enfin, je comprends pas. Heureusement qu'il a eu des relais parce que moi, des titres qui signifient rien, je comprends pas. Mais bon. Alors, on est Non, mais voilà, là, bon, personnellement, tu as fait le travail, donc moi, j'ai pas à le lire pour l'instant, mais je le lirai. Et du coup, moi, au bout d'un moment, finalement, nous autres, ici, représentants effectivement de ce qu'a pu faire Kluskar, en force, moi, on m'envoie des messages. Non, moi je ne représente pas. Non, non, non. Toi, oui, parce que toi, tu es en train de travailler. Moi, le problème, c'est que à la fois, je l'ai connu, je l'ai édité, je l'ai connu à la fin de sa vie, donc je ne peux pas dire que j'étais un ami proche. Enfin, je ne me prétends rien, mais en ce moment, je l'édite. Donc, d'une certaine manière, je suis très content que des jeunes en parlent et se l'approprient aussi. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre problème aussi, c'est aussi une question de génération, parce que moi, je l'ai connu, j'avais 20 ans en 1998, c'était le trentenaire de 68, et 68 était encore très, très présent. Les 68 étaient au pouvoir. Et aujourd'hui, je crois qu'on est aussi passé dans une autre époque. Aujourd'hui, c'est Zemmour au pouvoir. Donc, il faut faire attention. Il faut à la fois pouvoir critiquer historiquement 68 et il faut voir aussi en quoi une certaine critique de 68, mais là, bien de droite, est en train de, à pignon sur rue. Je veux dire, c'est devenu carrément, tu les vois partout. Même mon frère, maintenant, dit la même chose que Zemmour. Alors qu'avant, je me souviens, je l'avais impinglé il y a encore 15 ans sur le nichisme de gauche, il faisait du Deleuze. C'est ça qui était drôle quand même. À l'époque, ça voulait dire encore quelque chose. Mais le problème, justement, c'est pour ça que Kluskar est quand même incontournable, puisqu'il explique au moins peut-être les 50 dernières années. Mais à la fois, il n'explique pas tout non plus, parce que voilà, c'est un peu. Non, mais alors, deux choses là-dessus. Je termine sur mon histoire sur Bégodeau, juste pour dire, du coup, on me réclame, du coup, sans cesse d'en parler, etc. Moi, mes premières réponses à ceux qui me réclament de répondre à Bégodeau, c'est de leur dire un écrit, le meilleur moyen d'y répondre, c'est par l'écrit, parce que la vidéo, ça va être brouillon, etc. Et c'est chiant, et ce que je pense toujours. Bon, on me le réclame, donc je fais cette vidéo parce qu'on me la réclame, et ensuite on me dit, oh, comment vous pouvez vous permettre de cracher sur Bégodeau alors que c'est lui qui, depuis 2 ans et demi, est en train de dire n'importe quoi sur Kluskar. Bon, je clôture la parenthèse, mais là, encore une fois, on voit la manière dont les débats ne sont malheureusement pas menés alors qu'ils devraient l'être. Et sur Kluskar, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Après, il faut aussi reconnaître encore une fois que justement, c'est à cause de personnes comme Bégodeau, enfin, c'est pas directement à cause d'eux, mais en tout cas, ça aggrave le problème que des Patrick Buisson et tant d'autres aujourd'hui récupèrent le syntagme de libéralisme libertaire et finalement font dire à Kluskar ce qu'il n'avait pas dit, alors que même si la période historique analysée par Kluskar est en bonne partie close, il nous donne en tout cas Kluskar aussi un matériel philosophique et anthropologique pour analyser cette incontournable. et pour analyser cette continuité aussi, c'est-à-dire, encore une fois, les grandes trames épistémologiques et anthropologiques qui nous permettent de comprendre pourquoi aussi cette séquence ça se termine et qu'est-ce qui apparaît derrière, et notamment ce qu'on appelle à l'heure actuelle libéral sécuritaire, etc. aussi. Notamment et dans Refondation progressiste, déjà, Kluskar parle très bien aussi finalement d'une fin, pour aller vite, de période libérale libertaire qui aboutit justement au libéral sécuritaire et le fameux sous les pavés Le Pen, etc. quoi. Oui, sous les pavés Le Pen. Mais voilà, c'est ça. Ça, il le dit en 98, justement. Donc, ouais. 30 ans après, oui. D'ailleurs, Le Pen ou Zemmour, c'est à peu près la même chose. Mais justement, où on ferait, justement, c'est ça aussi. Ça signifie quelque chose, justement, ce passage. Parce que c'est les mêmes qui. On ferait, il faut comprendre, ils se refait vraiment sur l'esprit 68 tard, hein, au sens libertaire. Hein. Ces bouquins, c'était ça. Hein. Donc, et aujourd'hui, via la haine de l'islam ou des choses comme ça permet de faire passer tout ce qu'on veut. Donc, mais c'est la même classe sociale qui s'empare de ça et
Donc, il faut aussi analyser ce passage-là, mais d'une certaine manière, oui, Michel le voit des 98. Enfin, faut vraiment, c'est assez fascinant, oui, tout à fait. Non, non, enfin, donc bravo, et voilà encore, alors là, je veux dire, voilà encore une occasion. Je trouve toujours trouvé ça intéressant, la notion même de débat, parce qu'elle paraît si évidente, toujours Roussel de dialogue avec Pécresse, il faut débattre, parce qu'il faut débattre, d'accord. Donc, et bon, mais effectivement, là, pour débattre, il faut d'abord qu'il le lise. Donc, il le lit, et après vous en débattez, quoi. Mais voilà, d'une certaine manière, il faudrait presque refuser le débat s'il ne l'a pas lu. Donc, Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyens de vérification. On va s'en rendre compte très vite. Non, mais on se rend compte tout de suite si quelqu'un a lu ou n'a pas lu. Donc, voilà, c'est vrai que... bon, voilà encore un sujet. Oui, bah voilà, tiens, par exemple, le débat Pécresse-Roussel, la fête de l'humain, c'est que la fois, c'est terrible parce qu'ils te mettent dans un porte-à-faux en disant si vous êtes contre la notion de débat, ça veut dire que vous êtes des coupeurs de tête, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les débats internes au PCF, à l'heure actuelle, alors là, c'est bon, je vais me reprendre une énième vague, hein, je vais en bouffer, mais Ouais. les débats internes au PCF, à l'heure actuelle, ils existent quasiment pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on Mais voit. déjà, il faut au moins débattre. Il faut quand même un minimum commun aussi pour. Enfin, non, pas forcément. Il y a des débats combats, je veux bien aussi. Mais alors, déjà, il y a beaucoup de débats qui sont très convenus, alors que là, il faudrait vraiment un peu plus d'affrontement de classe. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple à propos de la mort de Tapi. C'est une offensive de classe. Te faire passer un voyou qui a foutu le sang sur le carreau, c'est de la haine de classe pure, hein, avec le message de Macron qui t'en fait un héros pour la jeunesse. Enfin, c'est des antivaleurs absolues. Là, c'est la décadence de l'Empire romain. Enfin, on en est vraiment là pour qu'on mette, je sais pas, une prostituée de Babylone à ce niveau. Là, il faut des prophètes carrément pour lutter contre ça. Enfin, faut le dire, faut le hurler. C'est-à-dire que d'une certaine manière, parce que je voyais Corbière, c'est pas parce qu'il est trotskiste, mais je plaisante. Mais c'est vrai que je le trouvais très très gentil sur cette question évidemment qui sortait le côté que c'était un peu un voyou. Mais voilà. D'accord, quand quelqu'un est mort, c'est toujours très difficile de dire du mal, mais c'est une offensive idéologique de la bourgeoisie de le monter au pinacle, comme on dit Johnny Hallyday au pinacle aussi, parce que toutes ces valeurs là de gros beaufs de droite, c'est une offensive contre le peuple. Hein. C'est pour que les gens continuent à aller au turbin et continuent à se faire exploiter. C'est ça le fond de ça. Donc des fois, il ne faut pas débattre, il faut aussi combattre. Hein. Ouais, et puis, tu vois, là, on en est bien, encore une fois, à l'absence totale de nuances audibles. Parce qu'encore une fois, quand on critique l'instrumentalisation idéologique qui est faite de Bernard Tapie, on ne critique pas l'homme Tapie qui vient de mourir, en fait. Enfin, voilà, il est mort, bon, bah, très bien. Mais par contre, l'instrumentalisation qu'en effet, et surtout les actions qu'il a conduites dans le réel, et qui en font un voyou, bah, effectivement, que ça on peut. Or, on vient tout confondre, encore une fois. C'est pour ça, ils sont forts de nous parler de confusionnisme, mais aussi ils sont dans la confusion. Et finalement, là, on est sur un système de violence symbolique, on va dire. Et c'est d'ailleurs la même question à propos des violences physiques. On nous fait toujours le On même. va devenir très bourdieusien avec le chant et la violence symbolique, mais... C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais, Non, mais ça joue. Que le problème de Bourdieu, c'est qu'il l'utilise d'une manière tellement conformiste et il pointe jamais les points où ça fait mal. Enfin, mais surtout, chez Bourdieu, il y a l'absence totale de détermination réelle, pas de déterminisme, mais ouais, il y a ça aussi, ouais, exactement. la démultiplication des champs fait que finalement, en dernière instance, on n'a aucune détermination, alors que chez Marx, au moins, on a la détermination qui est la lutte des classes et qui permet justement de constituer un paradigme cohérent. Puis il y a aussi une manière de... Qui parle en quoi la domination masculine se perpétue. Moi, je trouve ça intéressant comme sujet. Mais en même temps, le phénomène même du capitalisme de séduction qu'a décrit Kouskar est un phénomène nouveau dans les 50 dernières années. Et ça, il n'en a jamais parlé, cet aspect séduisant. Non patriarcal, justement. C'est bien quelque chose qui est nouveau. Quoi. Donc voilà pourquoi le gros problème avec Bourdieu. Mais bon, un certain nombre de... C'est la sociologie quantitative aussi. Moi, j'ai rien contre. Mais Kouskar, il y a un aspect sociologie sauvage. Mais au sens de l'écrivain. Je pense que Balzac, ça vaut mieux qu'Auguste Comte. Je le maintiens. Mais évidemment, ça ne satisfait pas les milieux académiques qui veulent du pouvoir du quantitatif pour pouvoir mesurer. De toute façon, si on veut aller vite, parce que ce n'est pas notre sujet, résumons très vite, parce que beaucoup se posent la question de savoir, mais après, il va falloir bosser. Hein. Moi, je donne des billes, après, les gens vont bosser. Ouais. Mais on peut aller vite. Ce qui distingue clairement un Kouskar d'un Bourdieu, ou en tout cas un marxiste d'un Bourdieu, c'est le positivisme, le néopositivisme de Bourdieu, et comme tu dis, sociologie quantitative, c'est-à-dire un sociologisme, une réduction aux faits sociaux aussi, c'est-à-dire l'absence de transdisciplinarité, le refus total de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire effectivement aussi de tout l'apport au sens hegelien de ce qu'est le spéculatif, c'est-à-dire en fait ce sont des sciences de l'entendement, comme dirait Hegel, c'est-à-dire que finalement effectivement on n'est que dans ce calcul-là, et puis la démultiplication des champs. Là, une fois qu'on a compris
Alors, je ne dis pas que tout le monde va l'avoir compris, parce que là, encore une fois, ce n'est pas notre sujet. Donc, on pourra faire une vidéo sur Bourdieu, pourquoi Mhm. pas. Mais en l'occurrence, une fois qu'on arrive à faire les liens là, que je viens de faire, ben, on comprend qu'en fait, l'écart, il est énorme et que ça n'a juste rien à voir. Or, beaucoup de gens qui se prétendent marxistes aujourd'hui, d'ailleurs, sont des bourdieusiens et ils ont l'impression que c'est la même chose, quoi. Bon, bref, on s'éloigne complètement de notre sujet, à mon avis. Ouais, 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 mais quand même, je crois que écoute, justement, un débat Clouscar-Bourdieu, ça aurait été vraiment autrement plus intéressant que Clouscar-Bégodeau, quoi. Mais voilà, d'une certaine manière. Oui, ça, non, mais clairement. Et avec Et cet justement, avantage. alors ça aussi, c'est les Bourdieusiens ne liront jamais Clouscar, parce que c'est pas sérieux pour eux. Parce que c'est justement, c'est pas quantitatif, il n'y a pas eu l'étude, justement. Et c'est le critère même de la sociologie qui pose, qui pose problème. Alors que le marxisme, d'une certaine manière, vit de sociologie. Mais en même temps, c'est pas la pensée sociologique, c'est pas Auguste Comte, c'est le refus de ça en même temps. C'est comme c'est le refus de l'économie politique. Il y a bien sûr qu'il y a une réflexion économique, mais c'est aussi le refus de ça. Et donc, voilà. Oui, puis c'est un point de départ. D'ailleurs, en ce sens, dans la critique que je fais de Bégodeau, il est lui aussi très bourdieusien, très néo-positiviste, parce qu'il dit oh, on ne peut pas faire dire n'importe quoi aux faits, etc. Et encore une fois, je le dis dans la vidéo, le fait est qu'encore une fois, un fait, ça se constitue sociologiquement, et ça Bourdieu le dit lui-même d'ailleurs très bien déjà. Oui, Mais c'est quand même. je parle plutôt des sbires qui vont dire que finalement, non, mais il y a des faits, il faut s'en tenir, c'est quantitatif, etc. Vous êtes dans la spéculation. Bah oui, mais encore une fois, et puis il y a un amateurisme complet en fait sur le plan philosophique. Que nous on récuse complètement, lire le Lucien Goldman édité chez toi, Philosophie et sciences humaines, qui est justement cet apport combiné de la philosophie dans son sens hegelien que je décrivais tout à l'heure, et du coup des sciences humaines qui sont en fait indissociables en réalité. Alors que là, on nous vend effectivement, encore une fois, une réduction au fait social et du coup la continuité avec Durkheim, etc. Bon, bref, Non, mais c'est justement, pas. ça aussi, ça rentre quand même dans cette histoire de débat, parce qu'il est clair que Bourdieu a censuré Lucien Goldman en s'en servant, puisque le terme de structuralisme dialectique, il le reprend. Structuralisme génétique. Génétique, oui, heureusement que tu es là, tu vois. Donc, mais effectivement, le fait de. D'ailleurs, ça pose peut-être un certain problème aussi, pas toujours dans les approches structurales, même si effectivement, à partir du moment où on a des modèles structuraux, il faut les faire évoluer justement dialectiquement, génétiquement, montrer les structures aussi. Il a conscience du problème, mais il ne s'est jamais affronté objectivement à Lucien Goldman. Il l'a toujours laissé de côté, ou alors en le piquant. Ça je trouve que c'est la pire des censures, finalement. C'est tu t'appropries quelqu'un et en même temps, tu lui rends pas hommage. Donc ça, vraiment, ça fait partie des... Et d'une certaine manière, cette sociologie beaucoup trop abstraite, réductionniste et qui noie le poisson. Enfin, Kouskar, il disait, il fait semblant de découvrir la Lune en noyant le poisson. C'est vraiment, c'est tout. Et jamais on met le doigt sur l'époque. Et c'est pour ça que moi, à la fois, les gens ne comprennent pas quand ils sont... Peut-être j'ai un problème avec des fans de Kouskar, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a changé leur vie. Mais moi, je leur dis tout le temps que pour moi, c'est Balzac, pour moi, c'est un écrivain. Mais parce que parce que sans doute aussi en tant que Français, j'ai une haute estime de la littérature. Le roman français, c'est quasiment une machine de guerre. Pourquoi est-ce que Marx voulait écrire un bouquin sur Balzac après avoir écrit le Capital? C'est pas pour rien, hein. Tu te rends compte? Genre, c'est que, bon, peut-être qu'il l'a pas fait, c'était plus important qu'il écrive sur le capital, parce que là, on voit les mécanismes, effectivement. Mais au bout d'un moment, cette capacité. Kouskar, c'est le Balzac de ce capitalisme-là. C'est le Balzac des 50 dernières années, en France, et particulièrement en Occident, mais surtout en France, effectivement. De toute Donc, façon, le capitalisme de la séduction, et notamment en plus sa dernière partie sur la maison de campagne, etc., on s'inscrit vraiment ouais, dans ce ouais. sillage complètement. Oui, ça, Mais bravo, c'est clair. Oui, encore une fois, pour s'en rendre compte, il faut le lire, quoi, déjà, c'est tout. En oui, fait, oui, c'est ça aussi, oui. Ouais, on peut mais en c'est tout. parler longtemps, mais ça aussi, tu vois, ça soulève un autre problème, Mhm. qui, à mon avis, n'est pas directement le nôtre, mais est un petit peu lié et auquel je me confronte depuis pas mal de temps. Et là encore, dès que j'avais commencé à mettre en place la franchise, c'est justement ce rapport à la vidéo aussi. C'est-à-dire que les gens attendent, par exemple, dans la vidéo de Bégodeau, ils sont insatisfaits parce qu'en fait, je leur ai pas livré tout, je leur ai pas livré tout Clouscar en 40 minutes, tu vois, dans un Mhm. packaging tout fait. Et en fait, ça c'est dramatique aussi. C'est-à-dire que on a des gens qui se suffisent complètement du support vidéo aujourd'hui. Et moi, je sais que quand j'ai démarré les vidéos, je disais toujours, je fais ça, notamment avec la franchise, quand on avait fait les entretiens avec Georges, avec Dominique, etc. Mon objectif, c'était de dire, ouais, ça va donner aux jeunes l'envie de lire et d'aller lire. En fait, pour beaucoup, la vidéo est une fin en soi au lieu d'être un moyen vers la lecture. Or, je profite de cette occasion pour le redire, il n'y a pas de formation théorique viable si on ne passe pas par la lecture et si on ne passe pas par l'écriture. En fait, c'est quasiment impossible. Enfin, Non, c'est pas peut-être possible. le cas de possibilité est très rare, mais dans les faits, en fait,
Il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut se confronter. Et pour un auteur aussi, et je parle pour moi parce que j'ai fait plus de 380 vidéos. Et à côté de ça, ben, je sais que par rapport au nombre de vues que je fais, mes livres sont très peu lus. Or, en réalité, entre ce que je suis capable d'énoncer à l'oral et ce que j'arrive à formaliser à l'écrit, bien que ce soit toujours imparfait, il y a quand même une plus grosse teneur. Et c'est tellement dommageable de ne pas être lu et donc de ne jamais attaquer. Par exemple, je termine sur ça, parce qu'on est toujours sur le même genre de problème. Moi, des attaques, j'en reçois très régulièrement. Je reçois toujours des attaques sur des petites vidéos que j'avais faites, improvisées avec mon téléphone, ou comme là, vite fait 5 minutes sur un magazine. Par contre, j'ai jamais reçu aucune critique de ces personnes-là qui parfois ont pignon sur rue sur aucun des écrits qui sont les miens. Aucun. Donc, c'est sur ces questions-là qui sont des questions de fond, qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la mise en forme, etc. Bah là, il n'y a pas de critique. Il y a toujours les critiques sur à 2 minutes, un jour, il a dit Mélenchon truc. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr, et ça, de toute façon, c'est ce que disait Gramsci sur la bonne critique, c'est la critique même qui prend les meilleurs aspects d'un auteur. Les critiques sur les lapsus, sur les non-dits, sur les faiblesses, sur même le fait que quelqu'un soit fatigué, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ils nous font perdre du temps aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment. Mais alors, bon, moi, je suis gros consommateur de vidéos parce que comme je fais beaucoup de maquettes, de livres, la part de relecture, effectivement, là, elle se fait très concentrée, mais il y a des parts automatiques de travail. Et là, moi, c'est comme si j'écoutais la radio. Donc, je connais ça beaucoup. Moi, j'aime bien ce média aussi parce que je trouve qu'il faut mettre sa peau sur la table, en quelque part. Hein. C'est pas évident. Hein. Et puis, c'est aussi pour ça que j'apprécie ton activité au sens général parce qu'elle se nourrit aussi, bien sûr, du travail de l'écrit. Mais après, il faut aussi. Et puis, si ce qui se dit, c'est que ça a été bien conçu. Hein. Il faut aussi pouvoir, de toute façon, bien sûr il y a pas, entre l'essence et l'expression, hein, il faut être égalien, il n'y a pas de contradiction absolue, hein, il y a au contraire un rapport dialectique. Et donc, au bon moment, ça doit se voir. Mais bien sûr, faut ramener, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Hein, mon métier, c'est éditeur, donc je connais l'importance de ça. J'allais dire même à l'époque où, disons, où on est plus jeune, où on est plus dans l'époque de formation, quand c'était la mienne, où Internet existait peut-être beaucoup moins, fin des années 90, je comparais vraiment entre, je sais pas, une émission sur France Culture pendant 1 heure et tout ce que tu apprends comme info. Une fois, j'avais quasiment comparé, quoi, en termes de qu'est-ce que j'ai appris, toc, 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 en termes de factuel, sur un sujet que je connais mal. C'est incomparable. C'est la lecture, tu apprends entre 10 ou 15, hein, je crois que c'était ça le rapport. Ah oui, mais, Donc, ça, je pense que c'est important de le redire. C'est bien que toi, qui es plus âgé, le dises, parce que je pense il y a plein de jeunes parfois intéressés qui ne se rendent pas compte en fait que beaucoup des vidéos, pas toutes, mais beaucoup de vidéos sont des introductions, sont des bribes, sont des pistes, ouais. mais qu'en réalité, ils perdent plus de temps à essayer à tout prix de trouver la réponse dans différentes vidéos en essayant de recouper, alors qu'en fait, ils auraient lu, ils auraient peut-être pas tout compris d'un coup, il aurait peut-être fallu un appareil critique consistant, etc., certes, mais au moins, ça fait fonctionner correctement. Et après, la vidéo peut être un support ou peut être une aide à mieux comprendre, du coup, le travail écrit, mais pas une fin en soi, quoi. Oui, parce il faut franchir un moment une barrière quantitative. Il faut quand même un certain nombre d'informations pour avoir quand même une vision d'ensemble. Parce que si on est spécialiste d'un sujet, on devient un imbécile hein, sur tel ou tel sujet. Il faut pouvoir confronter un certain nombre de. Donc pour ça, il faut lire beaucoup. Et donc c'est très bien les vidéos, mais Lire beaucoup, encore une fois, puisqu'on est dans le sujet du débat, de la critique, etc., lire beaucoup d'auteurs, dont ceux qui nous influencent, estiment pour autant que ce sont des auteurs qui ont tort ou qui sont critiquables, etc. Parce que ça aussi, je le constate beaucoup. C'est-à-dire que combien j'ai de gens qui me disent oh ben, je ne vais pas lire Deleuze, par exemple, c'est de la merde. Je ne vais pas lire Foucault, c'est de la merde. Alors déjà, bon, c'est une humilité qui me laisse le point, ouais. mais à côté de ça, surtout, bien sûr que si, il faut les lire. Encore une fois, tu vois, on parlait d'une possible future publication, si j'en ai le temps chez toi, d'un bouquin sur l'intersectionnalité. Bon, ben, mon travail, évidemment, n'a consisté qu'à ne lire ces auteurs-là depuis 2 ans quasiment. Et je ne parle pas que de Foucault, mais je parle des théories de l'intersectionnalité anglo-saxonne, américaine, etc., des Kimberley Crenshaw et d'autres. Parce que, ben, évidemment, qu'il faut le faire. Or, aujourd'hui, il y a cette idée-là aussi, c'est le truc coup de poing, quoi. C'est oh, ben, il a défoncé un tel, donc on ne le lira pas. Ou ben, d'ailleurs, il a défoncé Bégodeau, donc on ne lit pas Bégodeau. Bon, je ne mets pas Bégodeau sur le même plan que Michel Foucault. Mais en tout cas, jamais mon propos n'est de ne pas les lire. Ça se lit plus vite aussi, tout simplement. C'est pas le même concentration. Ouais. Voilà, mais de toute façon, même si c'est un adversaire, hein, Foucault, mais bien sûr. Ouais. Évidemment. Non, de toute façon, n'importe quel auteur, c'est toujours. Moi, ce que je supporte pas, c'est cette réduction à deux, trois pensées concepts, quoi. Tu vois, on en parlait par rapport à Gramsci, à l'hégémonie de Gramsci, d'accord, mais justement, toute la question de savoir comment la question de l'hégémonie s'intègre dans le schéma marxiste. Et, Ouais. et comment le faire intervenir. Mais c'est sûr que faire intervenir l'hégémonie comme ça, sortir du chapeau, c'est anti-marxiste.
Ouais, on peut pas faire. Et encore une fois, c'est le fait aussi d'auteurs à système, et les marxistes sont nécessairement des auteurs à système. On peut pas sortir du chapeau comme ça des concepts et les remployer comme on veut. Ou alors, à la limite, moi, ce que je reproche, encore une fois, tu vois, c'est un peu le même reproche que chez Bégodeau. Ce que je reproche à Mouffe et Laclos, et y compris aussi chez nos camarades, là, il y a un bouquin dont j'avais parlé avec Edmond, bon, bref, qui traite de Gramsci, qui en fait finit sur du Mouffe et Laclos. À la limite, qu'ils réemploient le terme d'hégémonie et qu'ils en fassent n'importe quoi, c'est une chose, mais qu'ils arrêtent de dire du coup qu'ils prolongent Gramsci, quoi, parce qu'il n'y a pas de prolongement. C'est comme dans l'idée de post-marxisme, quoi. Ils se revendiquent post-marxisme, mais en fait, ils n'ont de post-marxisme que le fait d'être arrivés chronologiquement dans l'histoire après Marx. C'est con. Enfin, Oui, ça, c'est indéniablement, ils le sont, oui. ça, tu vois, il y a un moment où ça ne veut rien dire, On quoi. est des Donc, milliards à être dans le même cas, mais oui, oui, c'est vrai. c'est vrai, je suis pas. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde dans ce cas-là, au XXe siècle, tout le monde est post-marxiste. Ça ne veut rien dire. Comme il n'y a pas de continuité théorique réelle et épistémologique réelle, au bout d'un moment, qu'ils arrêtent. Donc, à la limite, qu'ils aillent piocher chez Gramsci un concept et qu'ils en fassent n'importe quoi, bon, bah, il n'y a pas de copyright sur le concept. OK, mais qu'ils arrêtent de dire qu'ils le prolongent, par contre. Ah, Parce que mais c'est. moi, je trouve ça passionnant parce que justement, ils ont prouvé en quoi on peut faire une politique de gauche avec le syntaxe révolution complètement vide et comment on le paye. Je veux dire, comment on le paye de cette décès du marxisme De et toute comment façon, le réel se venge, quoi. Bon, on voilà. voit bien la trajectoire d'ailleurs Mélenchon du Mélenchon 2015-2016 qui n'est Ah pas oui, encore passé dans le populisme Laclos et Mouffe, qui fait la campagne 2017 et qui petit à petit non seulement est ravalé par le populisme Laclos et Mouffe, ouais, est récupéré complètement par les écoféministes et le postmodernisme et qui ouais, devient ouais. aujourd'hui, qui a perdu 10 points dans les sondages et qui finalement, eh bien, en réalité, est plus du tout sur le même discours et qui pose des vrais problèmes aussi à grande échelle finalement. Ouais. Non, c'est que je pense vraiment en 2017, comme il est passé à 600 000 voix près, s'il arrivait à rentrer dans un processus, c'est évident avec des Ah oui. grèves, etc., ça ne veut pas le dire qu'il ne fallait pas le critiquer. Hein. C'est clair qu'il aurait fallu le critiquer une fois au pouvoir et on rentrait dans une dynamique. Mais de toute façon, là, elle n'a pas lieu parce que même ce qui faisait son côté sympathique, un peu jaurésien, quoi, c'est-à-dire au moins un plus petit dénominateur commun qu'on pouvait avoir les communistes avec lui, bon, bah, en ce moment, j'ai l'impression qu'il le met en sourdine parce qu'il est un peu otage de toute cette politique. Effectivement, un peu mouffienne, un peu lacloïenne, et puis bon, un peu toutes ces idées qui passent, mais ça satisfait personne. À mon Non, et avis, puis ça moi, ce c'est que je trouve peu de gens. dommageable, ce que je trouve dommageable, tu vois, on n'est pas si éloigné que ça. Bon, c'est un peu par rhétorique que je le dis, parce qu'en réalité, on est un peu éloigné quand même. Dans lui-même, je sais pas, je distingue la personne visiblement de son entourage, quoi. Oui, 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 non, mais je veux dire, éloigné de notre sujet de départ. Mais Ah, pardon, ah, ok, d'accord. non, mais oui, je disais, tu vois, pas plus tard qu'hier, on en discutait, je disais, Mélenchon reste malgré tout le dernier rempart à l'heure actuelle dans le paysage politique de ceux qui vraiment pèsent au postmodernisme, parce que quand il sera plus là, Hmm. ben, ce sera terminé en fait. Entre guillemets, à gauche, dans le sens institutionnel du terme et médiatique du terme, ben, finalement, on va se taper forcément que des types qui n'auront plus aucun lien avec le marxisme. Mélenchon, avec tous ses travers sociodémocrates, sa formation de trotskiste, lambertiste, etc., il a encore l'avantage d'avoir ce matériel idéologique-là, de savoir un petit peu ce que c'est que le matériel dialectique et historique, et de ne pas être complètement con sur ces questions-là. Honnêtement, je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas le cas d'un Roussel, et c'est le cas de quasiment personne à l'heure actuelle dans le paysage politique, quoi. Ouais, 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 non, non, faut être un peu plus optimiste, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui peuvent renaître avec une bonne forme d'organisation. Par exemple, il y a une bataille au sein de la CGT, là, à mon avis, qui peut Ah déboucher oui. quelque chose de très intéressant. Si elle est menée jusqu'au bout, j'allais même dire, c'est par là peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en place, hein. Donc, voilà. Mais bah, c'est d'habitude, justement, la courroie de transmission, ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Mais, si Oui, ça. sur la CGT, je suis entièrement d'accord. Ça fait partie des réflexions qu'on a actuellement au sein de l'IHT, où effectivement, eux, au moins, tiennent la route correctement, quoi. Là où au niveau plus politique, c'est la dégringolade, au niveau syndicalisme, Ah, non, je ne parle même pas du confédéral, non, j'aurais plein de critiques avec le confédéral, mais en tout cas, il y a des débats internes à la CGT qui peuvent devenir vraiment, vraiment intéressants, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a plus beaucoup de lumière, quoi. Mais bon, voilà. En même temps, moi, je pense vraiment que euh, je pense qu'il va y avoir des effets sur la fin du trotskisme, parce que là, les choses arrivent à terme, malgré la stratégie de Drodon, l'Omerta. D'une certaine manière, ça va plus tenir. Je pense que beaucoup de gens en ont tenu compte d'une certaine manière et en ont déjà tiré les conséquences, ce qui fait qu'ils mettent le trotskisme ils le mettent un peu plus dans leur poche. Et je pense qu'à terme, ça peut avoir un effet de recomposition.
Voilà. Enfin, ça, je vois les choses du côté de la CGT, je vois des choses du côté du discrédit historique du trotskisme. Bon, je vois que je te convainc pas. Non, non, C'est pas grave. Et voilà, bon. j'ai pas la. Sur le plan historiographique, oui. Sur le plan politique, je sais pas. Ou alors je ne C'est-à-dire mesure que je pas. pars du principe que de toute façon, à partir du moment où il y a des choses qui se sont faites historiographiquement et que personne ne les contredit, ça a forcément un point de vue politique à terme. Ouais, parce que les forces trotskistes en présence en France à l'heure actuelle, elles sont quand même plus qu'archi-minoritaires, quoi. Nous, de notre point de vue, Oui. on les ressent, elles pèsent dans tous les sens du terme, mais je ne sais pas, dans l'échiquier politique global et dans l'horizon des personnes qui ne sont pas communistes, je ne sais pas ce que pèse à l'heure Ouais, actuelle. moi, ça me frappe. Le trotskisme est aussi très lié à la France insoumise aussi, etc. hein. Mais oui, je crois que ça joue sur une certaine idéologie, ça joue sur des réflexes politiques. Et Dieu sait que je ne suis pas fanatique comme sur ces questions. Comme je te dis, je suis prêt à en discuter. Mais je crois vraiment qu'il y a une forma mentis, une forme de pensée, y compris sur le nini en géopolitique, par exemple. C'est à gauche qui est comme une catastrophe. Hein, tu vois, c'est toujours, Ouais. on trouve un petit peu cette haine du socialisme réel, du socialisme réellement existant. Donc pour moi, c'est comme un verrou. Pour moi, c'est un peu le symbole de l'Occident. Il y a quelque chose, c'est le communisme occidental, comme même, de même qu'on a parlé de marxisme occidental. Donc pour moi, il y a tous ces enjeux qui sont derrière. Et moi, j'accorde une importance peut-être excessive, mais peut-être qu'il est aussi au fait que je crois que c'était en 2002. Je crois que les forces trotskistes, ça représentait 10-15% de l'électorat français. C'était énorme. Hein. Alors, les gens n'étaient pas consciemment des trotskistes. Et puis c'était lié aussi à la déconfiture du PCF, hein, qui était en partie méritée, hein, vu ce qu'ils avaient fait sous le gouvernement Jospin. Donc c'est pour ça que là, c'est ce qu'on disait aussi avec des gens qui peuvent être à l'extrême droite pour X raisons. Tu peux quand même pas les réduire à des Hitler en face de toi, et de même les militants trotskistes. Mais de toute façon, ils seraient effrayés à partir du moment où si on leur mettait les documents sous les yeux. Donc, ils ne voudront absolument pas, ils seront dans le déni, de toute façon, donc c'est même pas la question, mais un certain nombre de réflexes à gauche. La question, tu vois, qui revient un peu à notre discussion de départ aussi, c'est quels sont les moyens qu'on a pour faire en sorte que cette historiographie devienne quasi dominante aussi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on a les documents, on les a tête, mais tu vois, à quel moment est-ce que dans les livres d'histoire, par exemple, au lieu de parler du page germano-celtique, on nous parlera plutôt Ah si, mais de... alors j'ai un exemple, par exemple, Kotkin, c'est l'historien patenté anglo-saxon, Yale, tout ce que tu veux, vraiment. C'est le type qui fait la biographie sur Staline, qui est en 3 volumes, le troisième est encore paru. Il a entériné le fait que le testament de Lénine est un faux. C'était une thèse qui était connue et développée par des historiens russes d'obédience communiste, mais des historiens académiques. Hein. Il y a un bouquin de 1000 pages d'un certain Valentin Sakharov, rien à voir avec Ouais. le Nobel. Bah ça, il l'a entériné. Tu vois, des fois, ça passe. Je l'ignorais totalement. Ouais. Ok. Non, non, mais tu vois, il se trouve qu'il y a des fois des contre-exemples. Au bout d'un moment, il y a des choses qui passent, qui finissent par passer. Donc, et puis, non, je veux dire, sur la question de Staline, il ne faut pas imaginer que d'un seul coup, les portes vont s'ouvrir, que tout va changer, parce que de toute façon, c'est un personnage ambigu, complexe. C'est pas... Mais par contre, sur la culpabilité de Trotsky dans une alliance tactique avec les nazis et le fait que le second procès de Moscou est corroboré, bon, ça va être très long, mais effectivement, mais par contre, les éléments seront là. Hein. Voilà. Pardon, c'est peut-être ma marotte du jour, mais je pense qu'à terme, ça va avoir des effets sur la gauche, peut-être aussi sur une certaine autophobie dont on parle. Mais Ça, par contre, peut-être, effectivement. Ça voilà. me Ça ne questionne. justifie pas tous les moyens qu'on a employés après pour faire face à cette menace. Cette menace, elle était bien réelle. Hein. Et on pourrait parler, je ne sais pas, de ce que la Croix-Rouge a trouvé, par exemple, sur Tukhachevski, là, dans ses archives occidentales. Enfin, c'est publié, pour l'instant, depuis qu'elle en parle, ça n'a pas été entériné dans le camp d'en face. Mais ça, de ce point de vue, ça serait un contre-exemple. Mais par contre, ça n'a pas été réfuté. Donc, Ouais. ça reste intéressant. Écoute, justement, je sais bien qu'on est parti vraiment un peu dans tous les sens. Mais je trouve intéressant qu'on fasse un peu le bilan, le point. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure euh, est-ce qu'on pourrait en conclure des lignes stratégiques, des points à discuter, qu'est-ce que tu as envie ou ça t'inspire rien, ou vraiment pas vraiment dans tous les sens. Et puis Non, peut-être. non, 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 ouais. Bah, alors, certes, on s'est peut-être un peu égaré. Bon, on verra bien ce qui est les retours qu'on aura. Mais moi, j'en reste à l'idée que
ce que tu disais tout à l'heure aussi qui me semble important, c'est euh, qu'on a affaire à des gens qui sont nos aïeux, des communistes qui effectivement ont fait acte de résistance, ce qui n'est pas notre cas, et qui faisaient face à des fascistes qui avaient les mains pleines de sang et donc qui, à raison, ils refusaient de discuter. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, justement, on n'en est pas encore, et j'espère que ce sera plus tardivement possible, dans une période de guerre réelle. Donc, c'est l'occasion, à mon avis, d'accepter les discussions dès lors que la discussion est possible. Et moi, je crois que c'est ce que j'essaie de faire. Je ne vais pas parler avec tout le monde n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des types sur Internet, je ne sais pas, d'extrême droite, des papacitos et compagnie. Quand bien même ils auraient envie que je vienne parler, je ne vais pas pouvoir parler. Quand j'accepte par exemple la discussion avec quelqu'un comme Thierry Rougeron, malgré nos désaccords, et je le répète, des désaccords profonds, y compris sur les questions identitaires ou ce genre de choses, ben, c'est parce que je sais toutefois qu'il va me laisser parler, que je ne vais pas être censuré, qu'on va pouvoir échanger, que j'aurai en face de moi quelqu'un qui va essayer de comprendre la position qu'elle amène et d'échanger. Bon, dès lors que ça, c'est possible, alors, eh bien, je pense qu'il faut y aller et je pense qu'il faut conduire les discussions justement parce que on a un intérêt globalement commun dans ces moments-là, c'est d'essayer de poursuivre le fait de débattre, d'arrêter de se battre, donc de conduire à la paix, et aussi qu'on a un auditoire à gagner, ou au moins, si ce n'est pas à gagner au sens bêtement électoraliste, c'est au moins sur le plan des idées se dire bah, les gens vont enfin entendre un peu autre chose. Alors que si on reste cloisonné, si on reste sectaire, si on n'est pas en capacité d'aller discuter encore une fois avec des gens qui rendent possible le dialogue, eh bien, finalement, on se fourvoie complètement. Et comme tu le disais, l'autre point important, à mon avis, que tu as souligné aussi, c'est il y a des débats qui sont des combats, et des combats qu'on mène parfois en interne contre l'autophobie, des combats qu'on mène en externe, c'est-à-dire aussi, ça dépend de la notoriété de la position qui est la nôtre et à qui on fait face. Et puis, il s'agit de rien céder. De la même manière, encore une fois, il ne faut pas confondre, à mon avis, débat et compromission. Ouais, c'est ça. Oui, ça c'est Quand moi je vais discuter, enfin, sinon on retombe encore une fois dans le sophisme par association. Moi, quand je discute encore une fois avec quelqu'un comme Pierre-Yves Rougeron, je discute avec lui aussi parce qu'en fait, je sais que je ne vais pas m'auto-censurer et je sais qu'il ne va pas me censurer sans que pour autant j'ai besoin d'être dans la compromission, c'est-à-dire de me plier, de me dire ah bah je vais quand même plutôt dire ça parce que sinon il n'acceptera pas que je passe et que du coup on est copains. Pas du tout. J'y vais et en fait je défends aussi un certain nombre d'idées avec lesquelles il est profondément en désaccord. Donc moi, je ne renie absolument pas les idées qui sont les miennes, les combats qui sont les miens. C'est pas parce qu'on est en train de discuter que je le renie. Alors après, il y a toujours l'idée d'après laquelle aussi aller discuter avec des gens qui seraient liés à la droite, à l'extrême droite, etc. C'est justement leur faire de la pub et nourrir, etc. Mais le fait est, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas tellement les moyens de leur faire de la pub, ils en ont suffisamment de toute façon. Donc, dans les faits, autant essayer justement d'investir et d'aller discuter là où on peut discuter, quoi, dans un premier temps. Donc, pour aller vite, je pense, qui est C'est sûr que quand on va sur RT, c'est pire. Hein. Enfin, quand tu vois vraiment le il lien faut, de RT. D'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte que là, maintenant, ils sont en train de virer les communistes. Mais peut-être que ça peut changer en même temps. Mais... il faut Non, par contre, je pense que c'est sûr, il faut quand même reconnaître une chose. Et comme tu dis, d'accord, les bouquins, c'est plus important et on n'est pas forcément toujours bon dans une émission, mais on est quand même responsable de ce qu'on dit. Et je veux dire, si on prend la parole, on doit être aussi tenir pour responsable de. Voilà. c'est ça. On peut Moi, dire n'importe quoi à un moment et dire j'ai fait une erreur et l'expliquer aussi pourquoi. Ça arrive à tout le monde de dire exactement, de faire un lapsus. Moi, ce que j'essayais d'exprimer, c'était aussi le fait que par l'oral, parfois, et notamment aussi en fonction de la fatigue ou du moment, etc. Ouais, Moi, je bien vois, sûr. par exemple, quand bon, on peut ne pas être très clair, etc. Ou notamment sur des analyses conceptuelles, quand là, je reprends avec Pluscar, etc. Bon, il y a des choses par rapport à l'écrit où ça va peut-être être moins efficace. Par contre, et que ça sera difficile de venir me reprocher des positionnements politiques qui ne sont pas les miens, et où là, à moins d'être complètement dans le délire ou d'avoir 39 de fièvre ou d'être complètement alcoolisé, j'en sais rien, ça ne me semble pas possible que dans la discussion, j'en vienne à dire absolument n'importe quoi. Donc, donc, premier temps, aller discuter quand c'est possible de discuter. Deuxième temps, garder en tête que le débat, c'est un combat, mais c'est un combat aussi pour la paix, et ça me semble déjà être deux bons points de départ pour mener.
Je ne sais pas, j'imagine que tu as des choses à Oui, ajouter. pour la paix, bon, il y a une lutte des classes aussi, hein. Faut être, c'est pas, tout n'est pas sous les auspices de la paix. Enfin, en même temps, le milieu de classe est peut-être aussi pour la paix au sens pour la fin du conflit de classe, mais ça implique qu'il n'y ait plus de classe sociale. Donc, Là, j'entendais, et c'est j'entendais c'est pour la paix. Je suis aussi d'accord. La paix en termes d'international. J'entendais paix aussi, oui, à ce niveau-là. Et puis j'entendais paix aussi, encore une fois, parce que c'est toujours mieux de discuter que de se taper dessus. Or, à l'heure actuelle, la droite réactionnaire et les gauchistes ne font qu'une chose, c'est se taper dessus et se répondre en se tapant dessus. Ça me paraît pas très, très, très intéressant en réalité. En termes de violence politique, il y en a beaucoup moins qu'il y a certaines années, hein, ça. Bah, avant, c'était même ritualisé, hein, dans les années 60, 70, 80. Ça faisait partie même, enfin, chez les jeunes, hein, chez les très jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est de toute façon, ce qui est terrible, c'est que de toute façon, l'absence même de pouvoir, la possibilité même de pouvoir se répondre, de pouvoir se contredire, c'est ça qui nuit au débat. Et quand je vois ces espèces comment dire, de grenouilles de bénitier, là, qui, qui- qui vous prodiguent des leçons de vertu rationaliste par rapport au débat, mais qui ne se soumettent même pas. Je pense à Couturier et Enthoven qui Ouais. censurent les gens de France Culture, mais à la fois se permettent de mettre dans un même sac complotiste à peu près tout et n'importe quoi quand c'est trop à gauche pour eux ou trop à droite pour eux. Et on évite trop à gauche ou trop à droite, il suffit juste de sortir de chez eux, quoi, ou sortir de leur quartier. Ça, Parce qu'ils sont en permanence dans le monologue de classe, en fait. Nous, en fait, on est en train de déterminer quelles sont les conditions possibles du dialogue, c'est-à-dire du fait de exactement. Oui. discours contradictoires qui puissent se porter et voir comment on peut articuler ce discours, alors qu'eux, ils sont dans le monologue de classe, en fait. Leurs invités ne sont que le miroir de classe de ce qu'ils sont de toute façon à longueur de temps en train de débiter, quoi. Bah, faut dire, nous, on est dans l'opposition depuis tout le temps, donc on connaît, on sait ce qu'il y en a en face, on les connaît d'une certaine manière. Eux font semblant de nous ignorer, et en plus nous ignorent hein, d'une certaine manière réellement, mais au bout d'un moment, ça n'aide pas l'intelligence des choses. Donc on peut parier quand même sur la dialecticité du réel, fera que de toute façon, ils seront confrontés à des idées divergentes, ils seront confrontés qu'elles deviendront une masse réelle, une fois qu'elles auront pris une forme massive. Voilà. C'est peut-être ça qui sera. Enfin, voilà, ça sera ma conclusion à moi. Voilà. Mais voilà, j'espère que. Et en tout cas, bah, écoute, moi j'ai été ravi. Puis je suis content qu'on ait un peu déblayé le terrain. Ça me semblait vraiment, vraiment très intéressant. Et j'espère qu'on aura d'autres discussions, autant à bâton rompu, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance en fait, hein. Voilà. Et moi, ce que je tiens à préciser, à mon avis, moi je trouve ça bien. Je pense qu'on ne va pas se censurer, on ne va pas couper la vidéo. Je ne sais pas si tu es d'accord. Non, non, mais pas de souci. Alors, moi, je te dis, le dernier mot que je voudrais dire, c'est on peut discuter sans se fourvoyer, et ça me semble important, quoi. À partir du moment où on est clair avec soi-même, pas de difficulté, à mon avis, à ce qu'on accepte un certain nombre d'invitations tant que la discussion est Ah oui, possible. l'iségorie, hein, la capacité à parler, chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire, la possibilité d'être d'accord avec soi-même et de se contredire, mais au moins de pouvoir formuler oui, c'est la condition même de vie en société. Oui, voilà. Bah, merci à toi, hein, Loïc, hein. Je coupe la vidéo et puis Merci. on discute.